Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. On ne le dira jamais assez, tous les jours, lorsqu'il est 10h, de lundi à vendredi, vous avez rendez-vous avec votre programme Espace Miné. Nous sommes mercredi, on marquera un arrêt important, un arrêt majeur pour évoquer la situation des Camerounais et des Camerounaises allés du côté de l'extérieur. Voilà pourquoi nous appelons tous les mercredis ici, mercredi diaspora. Ne l'oubliez jamais, tous les jours sur Info TV, notamment dans le cadre de votre programme Espace Miné, sont thématisés. Lundi politique, mardi entrepreneuriat, mercredi diaspora, jeudi spiritualité, vendredi société ou si vous préférez, vendredi relax. Ce matin, une interrogation. Peut-on développer une nation sans l'apport de la diaspora? Avez-vous l'impression que nous puissions nous en passer de ces Camerounais qui sont allés à l'extérieur si nous voulons bâtir une très grande nation, une nation exemplaire? C'est la problématique que nous soumettons à votre appréciation dans le cadre justement de ce programme. Naturellement, tout à l'heure, vous aurez vos rubriques habituelles, la quintessence de l'information parue en kiosque par TVB, la dénonciation par Alain Douc, le canal 6 et le canal 508 resteront à votre disposition pour être à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte, qu'on le veuille ou pas, et qui monte encore. Duval, le bel et bal et bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à vos milliers, j'allais dire les millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Comment vous allez? Je me porte bien, parfait. Ça fait exactement un an, nous ne nous sommes plus revus. Hein. C'est vrai que la dernière fois que j'étais sur ce plateau, c'était en 2025. En 2025, ça fait un an. Ça fait un an. Effectivement. Voilà. Merci d'être là ce matin. Vous êtes un homme de médias, mais également un homme politique de plus en plus. C'est sur cette casquette que vous agissez depuis de longs mois déjà. En face de vous, on accueille un ancien pédagogue qui nous a retrouvés également sur ce plateau. Prosper Penda, bonjour. Bonne année, parfait. Bonne année à ta célèbre équipe rédactionnelle, télévisuelle. Bonne année à tous nos nombreux téléspectateurs de par le monde. Et permettez que je fasse un petit crochet en disant particulièrement bonjour à la nombreuse famille de Ntoum, Ntoum servant Bagofit, avant Bagofit. La lumière y est très difficile, mais les quelques-uns qui ont la lumière se délectent abondamment de vos images. Je suis au courant maintenant de Bagofit, cette localité de l'Est du Cameroun. Qui fait parler d'elle. Parce que... Je ne voudrais pas citer pour quelle raison. Il y a un endroit que nous montrons régulièrement ici à la télé, un endroit presque paradisiaque. C'est tout un complexe du côté de Bagofit. Complexe hôtelier de très grande envergure. Complexe hôtelier de très grande envergure, en pleine forêt équatoriale. Je n'avais pas fini de dire bonjour à nos fidèles téléspectateurs, de particulier. Moi, je parlais encore de Bagofit. Okay. Merci, avec votre permission. Alors, vous voulez donc encore saluer votre téléspectateur? Le personnel de la Fondation médicale militaire qui est en Kobo, Fondation 2000. Oui. C'est une structure de santé qui œuvre vraiment socialement pour redonner de la santé à des patients de quelque bord que vous soyez. Merci, Prosper. Et à son promoteur, Thierry Mbessé. Merci. Docteur. En face de vous, nous accueillons un enseignant d'université. Il est psycho-sociologue, professeur Claude Noubissier. Bonjour. Bonjour, M. Pafa ici. Bonjour à tous les co-discutants. Bonjour également à vos millions de téléspectateurs. Comment va l'université? Qu'est-ce que vous faites sourire et rire même à la fin? Monsieur Pafa ici. Vous m'avez souvent beaucoup encadré. Peut-être vous avez souvent pris sur vous de ne pas m'exposer à une question de contexte actuel. Lui, ça va bien, disons-le. Ils sont en train de composer les étudiants. Nous allons apprêter les épreuves et nous allons les corriger. L'université va donc bien. C'est vrai qu'il y a une autre actualité. Celle-là vient du côté de l'université de Douala, où on raconte un certain nombre de choses sur la toile. Je suis en train de vider mon enquête. Les faits relèveraient, vous soulignez relèveraient, au conditionnel, pratiquement à 17 ans déjà. Il y a un ancien étudiant de l'université de Douala qui fait des déclarations fracassantes concernant certains responsables à cette époque-là et
à cette époque également. Donc je suis en train de recouper pour voir comment donner la bonne information. Si les faits étaient vrais, ça ternirait l'image de cette institution universitaire. Mais nous sommes en train de boucler notre enquête. En face de vous, on accueille Alain Do. Bonjour. Bien le bonjour, parfait. Bonjour à mes co-discutants déjà installés. Bonjour à cet important audimat qui se compte en millions à travers le monde, fidélisés à ce programme. Bonjour à nos ouvriers de l'ombre qui rendent la magie de la réception et de la diffusion de ce programme possible. Bonjour à la grande rédaction du média qui n'arrête pas de monter. Bonjour au top management. Bonjour à Dieu de Nonvin, le promoteur de ce média. Bonjour à mes co-discutants, c'est un plaisir d'être là. Avec ta permission, parfait. J'ai été marqué ce matin dans le taxi qui m'a conduit. Marqué par quoi? Justement, parce que j'ai pris le taxi de chez moi et puis, chemin faisant, le taximan s'est arrêté là quelque part vers pharmacie Manguier. Et je constate qu'il remet 2 téléphones à la jeune dame justement qui s'arrête. Bon, il reprend la route et il nous explique qu'en réalité, la jeune dame a oublié ses 2 téléphones dans son taxi. Ça m'a marqué. Il s'appelle Messimbarga Mathieu. Messimbarga Mathieu. Oui. Je lui ai dit, mais des comme toi, on n'en compte plus beaucoup dans un contexte où la moralité s'effrite au Cameroun. Toi, je ne vais pas manquer de parler de ce que je viens de voir que tu as fait en ce matin. D'aucuns auraient dit, ben voilà, 2 téléphones à vendre. Ça me donnera, je sais pas moi combien. Et puis, on allait rendre grâce à Dieu. Lui n'a pas fait comme ça, lui ne voit pas les choses comme ça. Ça entretient la flamme de l'espoir. Tout n'est peut-être pas perdu pour ce pays. Il y a encore des gens sérieux. Certainement de Continuons l'espérance. de croire. Et ceux qui ont décidé de lutter pour l'avènement du règne de la lumière dans ce pays, je les conforte dans cette position. Voilà pourquoi on parle de l'espérance. Oui, peut-être bien, j'en sais rien, mais on va savoir. Il ne suffit pas de parler d'espérance pour vendre des mots creux. Mais moi, je ne sais pas. Vous commencez venez par de en dire parler, quelque quand chose. même. J'ai Vous venez cru de que dire je devais quelque chose. accompagner avec l'espérance. Et c'est pas quand je fais allusion à l'espérance, vous voulez la changer. Il nous dira certainement pourquoi c'est un virement spectaculaire. Messimbarga Mathieu, on lui dit bravo, chauffeur de taxi. Ici, quand c'est bon, nous disons c'est bon. Voilà un bel exemple de chauffeur de taxi. Et il n'y a pas que des ripoux de ce côté-là, il n'y a pas que des voyous de ce côté-là, il n'y a pas que des bandits. Il y a également des bons chauffeurs de taxi au Cameroun, des gens honnêtes, des gens sobres, des gens humbles. Bravo à monsieur Messimbarga Mathieu, qui est chauffeur de taxi et qui est d'une honnêteté à nul autre pareil. Dites-le aux autres, 10h, 11h52, qui dit mieux? Théophile Vianebia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Comment ne pas saluer les téléspectatrices qui nous regardent de par le monde et dire bonjour aux téléspectateurs également, qui se comptent par millions. Les téléspectatrices, elles sont de plus en plus nombreuses à travers le monde. Nous saluons donc Flore Deluxe, du côté des États-Unis. Nous saluons Daniela du côté de l'Angleterre. Nous saluons beaucoup du côté de la Suisse. Je n'oublie pas ceux de celle de la Belgique. La France n'est pas en reste. Et pourquoi ne pas faire un clin d'œil à celle de l'Allemagne? Merci. Je ne sais pas si j'aurais des jalouses du côté de la Hollande. Même de la je vais saluer, nous avons Jolé Moelle du côté de la Parfait, Vous laissez Vanessa. Oui, de Mbalmayo. Vanessa Tchatchou. Non, Vanessa de Mbalmayo. Ah, je vais d'accord. saluer Sandrine
d'Ankola Famba. Comment ne pas saluer ce matin Victorine qui nous regarde, Toubandi, saluer également Anaïs qui nous regarde du côté des Ouétélés. Elles sont nombreuses de plus en plus. Saluons les femmes. TVB, tu n'es pas sérieux. Donc, on va saluer les gens des États-Unis, les filles de la Suisse, on va saluer les filles des Momzones, de Moana Télé. Bon, écoute, tu vas voir, tu m'as parlé. De toutes les façons, lorsqu'on reçoit TVB sur ce plateau, cela signifie que nous devons déjà faire un tour du côté des kiosques. Et TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, le Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal de la maison. Il s'agit bien sûr du journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui nous amène du côté du littoral et parle d'électricité. Et le Noué Somba en mission de suivi dans le littoral. C'est ce que nous dit le journal de Dieudonné Mvang, numéro 1951 de ce mercredi 21 janvier 2026. Ce journal nous renseigne en page 3 que le ministre de l'Eau et de l'Énergie a ce 20 janvier consacré la première journée de son travail à la visite du corridor de la ligne 400, entre parenthèses 225 KV, Nkolkumu et Deya Béon. Le MINE a instruit les entreprises en charge des projets à un respect strict des délais pour assurer la mise en service effective des infrastructures. Retour donc sur cette descente de terrain effectuée par le MINE Gaston Elundou et Somba, c'est avec Info Matin. La tribune des leaders, le journal d'Oscar Abesolo reste également dans cette mission ce matin et titre en une mission de suivi du MINE dans le littoral. Le corridor énergétique Nkolkumu et Deya ouvre le bal. Nous laissons ce journal pour retrouver l'écho qui parle également de cette visite de travail effectuée par Gaston Elundou et Somba. Projet de la ligne 400 Nkolkumu et Deya, Gaston Elundou et Somba sur le terrain. On s'intéresse également en pied de une à l'organisation de la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Le Premier ministre inspecte les sites d'accueil. C'est ce que nous dit ce journal ce matin en une du quotidien à Capitaux Public que gère Marie-Claire Nana. On parle également de la préparatif de la conférence ministérielle de l'OMC, le PM en inspection. C'est bien sûr l'information qui est à lire en page 2 lors d'une descente hier sur les sites du palais des congrès de l'hôtel Montfébé. Le premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté a prescrit l'accélération des travaux, le respect des délais et des standards requis dans la perspective de la rencontre qui se tient à Yaoundé en mars prochain. Mutation s'intéresse à l'eau potable sur courant rapide. Cette information barre la une de ce journal. Les enjeux de la construction de 200 bornes fontaines publiques au premier semestre 2026 par la Camwater. Le DG de la Cameroun Water Utilities Corporation, Blaise Moussa, fait le point sur les autres projets en cours pour améliorer la desserte nationale. Ce point est à retrouver de la page 4 à la page 5. Au bas de une du journal L'Action, on parle également de l'eau potable. Cameroun, la révolution de l'eau en marche. Opération 200 bornes fontaines publiques, relance du projet de l'usine de production de Japoma, aboutissement des projets PAEPIS et PUNIP et Tessera. À lire donc l'intégralité de l'interview du docteur Blaise Moussa, directeur général de la Camwater. Cette interview vous est présentée ce matin au journal L'Action de Jean Cueté. RDPC, la commission de discipline reprend du service. C'est ce que nous dit ce journal en page 2 ce matin. Une session de la commission Moussongé se tient du 22 janvier. Se tient le 22 janvier à Yaoundé. Sa réactivation rappelle donc que le respect strict de la discipline partisane garante de l'unité et de la cohésion du parti s'impose à tous les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et si on retrouvait le journal La Vitrine dans son édition spéciale ce matin qui parle également de la discipline au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la commission du ridicule et de la honte. Les dieux rendent fous ce qu'ils veulent perdre. Les créatures de Paul Biya, propriétaires du parti de la Flamme, ont malheureusement décidé, toute honte but, de s'en prendre à la démocratie et à la légitimité. Information à lire en page 3 du journal de Bernard Ouna qui en parle ce jour. Des dettes publiques, on en parle avec le messager de feu Pius Ndjawe. Comment sauver l'économie? Ce journal s'interroge ce matin et revient donc sur la dette publique. Michel Ange Anguine, reconstruire le patriotisme. La tribune de Michel Ange Anguine est à retrouver ce matin en page 4 de ce journal. Et si on faisait un tour du côté de Ngarbou avec le jour d'Aman Mana, affaire Ngarbou, 3 soldats reconnus coupables, c'est bien sûr ce que nous dit ce journal ce matin en une. Maroc 2025, le bilan de la CAN est à retrouver dans ce journal et ce sont des pages spéciales sportives qui vous sont présentées au journal d'Aman Mana. Touboro, 44 concessions réduites en cendres à Laoundjungé. Cette information barre la une du journal de Gibaï Gatama, l'œil du Sahel. Les détails sont à retrouver en page 3. Extrême Nord, près de 359
19 000 déplacés internes en 2025. Les statistiques sont à consulter en page 3 de ce journal qui est en kiosque, le journal Lait du Sahel. Constitution de 1996, on en parle avec la nouvelle expression quand l'application effraie et tout dit. L'article 66, la Haute Cour de justice et les tribunaux régionaux des comptes figurent parmi les retards organisés et planifiés que l'on observe dans l'application de la Constitution qui fête son 30e anniversaire cette année, surtout avec une décentralisation en trompe-l'œil. Le journal revient donc sur la Constitution de 1996, c'est en page 3. Budget 2026, le Cameroun travaillera pour payer sa dette. Cette actualité est à lire en page 4 du journal La Nouvelle Expression, journal avec lequel nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mercredi matin. De votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement, comme tous les jours, qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Implacable, intouchable, inattaquable et indétrônable reste votre fidélité. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci une fois encore. Merci TVB pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Je vous souhaite une excellente journée. Excellente soit la vôtre. Nous nous disons à demain, 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission. Merci TVB. Alors, il faut dire, Duval-Lebel et Balé, Alain Douk, Prosper Penda, professeur Noubissier, que la Constitution du Cameroun a 30 ans. 30 ans. Une constitution qui était très attendue du Val, et surtout que c'est une constitution qui avait quelque chose de novateur. Il s'agit de la mise sur pied ou alors l'entrée en vigueur de la décentralisation. 30 ans plus tard, avez-vous l'impression que cette constitution a répondu aux aspirations du peuple camerounais? Vous parlez parfait ici de la constitution revue. 1996, 18 janvier. Voilà, parce que et on avait déjà une constitution avant. Tout à fait. Maintenant, en 96, on s'est assis pour essayer de revoir certains points, notamment le point lié à la décentralisation que vous venez d'évoquer. Il y a un autre point qui a été évoqué. L'article 66. L'article 66, qui tarde toujours, n'est-ce pas, à être véritablement appliqué du fait de que certaines institutions qui doivent l'accompagner ne sont pas encore mises sur pied. Moi, je crois que le problème ici, c'est que le Cameroun doit comprendre que les constitutions ne sont pas faites pour une durée de 30 ans uniquement. Une constitution, c'est pour du très long terme. Et les choses que nous arrêtons, ou que les législateurs arrêtent dans cette constitution, qu'on ne s'attende pas que ce soit appliqué dans les 10 ans qui viennent, dans les 5 années qui viennent. Il y a la mise en place, c'est ce qu'on appelle la mise en place progressive, qui dépend aussi des moyens dont dispose l'État pour mettre, n'est-ce pas, en application toutes ces dispositions. Je crois que le problème chez nous, c'est que les gens ne travaillent pas beaucoup sur du long terme. Ailleurs, on fait quelque chose aujourd'hui qui prendra, dont on aura les résultats même dans un siècle, les besoins qui bénéficieront aux autres. Ce n'est pas parce que nous avons été la génération qui a vécu la mise sur pied ou bien la vue de la Constitution en 1996 que nous devons tout voir comme résultat de cette Constitution. Alors, vous tenez quel genre de langage là? Mais je vous dis. Non, parlons d'abord de la décentralisation. Ça fait 30 ans, les indicateurs sur le terrain ne sont pas très bons. Et vous nous faites comprendre que dans 30 ans, on peut laisser, on peut attendre même dans 90 ans, pour que toute l'application, entre guillemets, liée à la décentralisation soit effective, c'est ça? La Constitution n'est pas faite pour totalement être mise en application dans 30 ans. Il s'agit de quoi? Sinon, pourquoi donc vous la promulguez? Oui, on promulgue, mais il y a des choses dedans qui peuvent servir au Cameroun même dans 50 ans, même dans un siècle. Mais Duval, vous avez vraiment le langage des gens. Non, ce n'est pas ça le problème. La Constitution des États-Unis a combien d'années? Vous pensez qu'ils ont bien tout appliqué? Ils avancent progressivement. Donc nous ne nous plaignons pas beaucoup. Non. Regardons ce qui est déjà fait. Alors on va aller pas à pas. Prenons le fameux article 66 qui parle de la déclaration des biens. Alors pour qu'un article comme cela soit appliqué dans un pays comme le nôtre, il faut en moyenne combien d'années? On vous dit qu'il faut d'abord mettre sur pied la haute cour de justice. Et pour la mettre, qu'est-ce qu'il faut? Mais demandez, j'ai parlé tout à l'heure, les moyens. Il y a des moyens qui peuvent venir progressivement. Lesquels? Il y a un travail intellectuel qui peut être fait progressivement. Il n'y a pas des intellectuels au Cameroun, c'est ça? On ne va pas tout brusquer. On ne va pas courir à certaines choses. On peut faire une constitution en 96, certaines choses s'appliquent même 50 ans plus tard.
Vous êtes sérieux? Oui, ça je vous le dis. Ça je vous le dis parce que je vous donne l'exemple des consorts des autres pays occidentaux et consorts. Vous prenez ces pays-là d'exemple quand ça vous arrange. Hein? Non, attendez, je peux même pas certains pays africains. Je veux qu'on comprenne que quand on fait quelque chose pour son pays cette année, c'est pas pour que nous voyons le résultat. Très bien. Ceux qui ont travaillé sur la Constitution en 1996, peut-être que nous qui étions là ou bien qui appartenons à ces générations, nous attendons à voir tous les états sous nos yeux. Ça peut bénéficier à d'autres après nous. Mais les gens ayant travaillé en 1996. Donc moi je pense que nous partons progressivement avec les moyens dont dispose l'État. Si on fait une console pour tout mettre en application dans 10 ans, où est-ce que nous allons prendre ces moyens? Merci Duval. Hein. On va passer la parole à Claude Noubissier. Je le vois quand même sourire. Je ne sais pas pourquoi il sourit. Peut-être qu'il a autre chose. Alors, professeur Duval, le bel et balai nous fait comprendre que les constitutions sont mises sur pied, mais l'applicabilité, ça peut prendre... elle est progressive, que les Camerounais ne s'en plaignent pas trop si la décentralisation n'est pas encore totalement effective, si l'on n'applique pas encore l'article 66 qui parle de la déclaration des biens. Vous êtes d'accord avec cette manière de voir? Bon, peut-être, je reste dans l'analyse psychosociologique. Chez nous, les psychosociologues, les lois, les normes, les règles, les règlements sont élaborés pour être appliqués. Et lorsqu'on les met en place, ça veut dire qu'il y a des urgences. Si en 1996, on a pensé à la décentralisation et à la déclaration des biens, ça veut dire qu'il y avait des urgences. Et l'urgence doit être réglée avec un temps suffisamment limité. Mettre l'urgence dans le long terme, c'est une faute. Et moi, je pense que si on est arrivé à ça, ça veut dire que 30 ans après, c'était pas une urgence. Claude Noubissier, nous allons aller en profondeur. Hein. Lorsqu'on met sur pied la Constitution de 96 du 18 janvier, on parle de l'article 66. Nous sommes là au cœur de la corruption au Cameroun. Voilà. Et l'ordre gouvernant pensait qu'en mettant sur pied cet article, probablement on aura une visibilité et une lisibilité sur l'enrichissement illicite. Ce n'était pas ça? C'était vraiment ça. Alors 30 ans plus tard, lorsque ce n'est donc pas appliqué, qu'est-ce qu'on va en déduire? C'est ça la grosse difficulté que nous avons parfois dans notre pays. C'est que on a l'impression que les idées sont là et l'application de ces idées reste un problème. Parce qu'il y avait une urgence, comme vous le disiez. Il y avait une urgence déjà, même au niveau de la décentralisation. Tout à fait. On se disait que la décentralisation devrait faire que les uns les autres soient plus en contact avec les difficultés des populations et que les mairies soient plus autonomes et que les individus aillent à aller vers les mairies pour peut-être, on parle du cas de certains recrutements. Et au jour d'aujourd'hui, ça devient un problème. Et si vous prenez la déclaration des biens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, que c'est fait problème. Et il y a des choses extrêmement graves parfois quand on écoute. Je ne sais pas si vous avez été au courant de ce que dit une organisation ITI par rapport à comment est géré l'or du Cameroun. Si vous entrez dans les chiffres, vous allez avoir on parle d'une gestion obscure. J'ai calculé la déclaration qui a été faite, c'est 38 kg, mais ceux qui payent, qu'ils ont payé 15 tonnes. Et moi j'ai calculé, c'est qu'on a déclaré 1,8 milliard de francs CFA, mais on a officiellement, en fait, normalement vendu 1250. Vous dites que ça se passe au Cameroun? Je ne sais pas si ça se passe au Cameroun, mais les faits disent que c'est le Cameroun. Bon, pour vous dire que la corruption reste un problème central au Cameroun. Si on ne s'appuie pas sur la Constitution pour pouvoir mettre fin à la corruption, pour pouvoir mettre fin à l'application de l'article 66 et ainsi de suite, ça veut dire qu'il y a un problème. Pour pouvoir implémenter la décentralisation, ça deviendra toujours un problème. Moi, je pense que si la Constitution n'est pas forte, et nous, les humains, on ne pourra pas se soumettre à elle. Parce que la loi, en tant que psychosociologue, lorsque les lois sont élaborées, c'est pour gérer et encadrer les comportements des individus. Alors si cette loi n'est plus capable d'encadrer les comportements iront dans tous les sens. Et malheureusement, ça sera la débandade. Parfait, s'il vous plaît. J'ai un petit souci, pardon. Quand j'entends un professeur d'université dire qu'on peut faire une constitution sur l'urgence, c'est très grave. Parce qu'une constitution, c'est ça qui fait un pays. Et il faut donc qu'ils comprennent que si aujourd'hui, 30 ans plus tard, il y a certaines choses qui n'ont pas été réalisées, peut-être parce que des professeurs d'université comme lui, qui en 1996 ont pensé à cette constitution, l'ont pensé en fonction de l'urgence. Nous ne pouvons pas dire que nous allons bâtir un pays. Parce qu'une constitution, c'est quand même c'est la pièce essentielle d'un pays, ça qui conduit un pays. On l'appelle la loi fondamentale. La loi fondamentale. Alors,
Si déjà, donc, en 96, mon professeur, des professeurs d'université comme vous se sont assis, comme il y a la corruption là maintenant, comme c'est ça les référents à une constitution, c'est très grave. Non, pourquoi Non, on ne peut pas Et bâtir. pourquoi ce serait grave? C'est pour cela qu'en Afrique, par exemple, dès qu'un chef d'État a une urgence, il veut se faire reconduire, on refait la constitution. Comme on a fait au Cameroun, hein, C'est ça, en que 2008. c'est ça que je dis que c'est pas sérieux. Donc, quand nous faisons des choses sur l'urgence, 2008. quand nous faisons... Oui, Parfait a raison. Oui, En 2008, quand nous pouvons donc... il y a un verrou. Il y a eu un verrou. Voilà. Quand nous pouvons... Il y a la constitution qui a Je sauté. sais que vous dites une disposition simplement. Voilà. Mais c'est Quand un nous verrou. pouvons donc manipuler une constitution par rapport à l'urgence, comme le dit le professeur, nous tombons donc sur des actes Très bien, qui sont c'est posés compris. et qui attendent 30 ans pour être compris. réalisés parce qu'on a fait sur l'urgence. Oui, le professeur veut réagir. Non, Hein. juste dire ceci. Il veut c'est peut-être pas- redonner sa meilleure pensée. La Constitution doit être aussi forte qu'elle ne devrait être manipulée. Et lorsque on arrive... Sauf quand elle est faite sur l'urgence. Permettez s'il vous plaît. Lorsqu'on arrive déjà à trouver qu'il y a des aléas et des indications ou des lois à mettre du côté, ça veut dire qu'il y a une urgence. Et c'est sur l'urgence qu'on va. Prosper Penda. Non, je peux me... Attendez d'abord, je vous pose une question. Le principe est que je vous pose une question et vous réagissez. Moi, j'ai dit Prosper Penda, vous parlez déjà. Ça me gêne un peu. Alors, Prosper, vous qui avez vécu toutes ces étapes, 30 ans plus tard, êtes-vous satisfait de cette constitution du 18 janvier 96? Je bouillonne, m'excuserez cette précipitation. Non, Je non, bouillonne non, parce non, que ça le va. sujet est d'intérêt, très scientifique. Sauf que les deux copanélistes qui se sont un peu tripés sur la question n'ont pas pris en compte le fait que cette constitution a réglé le problème de sa modification et de son évolution, sans justifier ce qui pourrait être à l'origine de la non-application effective de l'article que nous avons 66 sur La l'enrichissement. déclaration des biens. Il faut quand même dire qu'un ensemble de dispositifs, je ne parle pas de dispositions, existent dans le système actuel qui permettent de répondre à cette préoccupation. Laquelle? Celle relative à la, L'article 66. oui, à la déclaration des biens. Alors, à la vérité, qu'est-ce qui existe? les procureurs sont autorisés à s'autosaisir. Donc, ce sont les procureurs que vous voulez vendre à la vindicte populaire. Pourquoi? Et non la Constitution. La Constitution. Donc, les procureurs Est-ce sont que au-dessus de la vous Constitution. permettez que j'avance? Allez-y. Les procureurs sont ceux qui permettent de mettre les lois en exécution. Donc, si vous voulez agir sur quelque chose, vous n'agissez pas sur la Constitution. Je rappelle que vous êtes du RDPC. hein. Pardon? Je rappelle que vous êtes du RDPC. Vous avez présenté Bakar? Non, pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Non, Allez-y. ce que je m'en allais dire, j'explique, je vous ai dit que je suis républicain. Et quand c'est des questions qui portent sur la République, il faut toujours dire exactement ce qui est. Si l'article 66 n'est pas d'entière exécution maintenant, il y a quand même des institutions de la République qui peuvent régler, qui règlent ce problème d'enrichissement illicite sans peut-être faire trop de bruit. Parce que la justice, elle travaille, elle ne bavarde pas beaucoup, elle ne fait pas de la publicité. Enrichissez-vous, le procureur est en droit de s'arrêter devant l'immeuble qui monte pour s'interroger sur celui qui est en train de le faire, ou de construire cet immeuble et d'où lui vient de l'argent. S'ils ne le font pas, est-ce que ce n'est pas un déficit de personnalité dans la mise en œuvre de leur attribution? Prosper, je voudrais que nous soyons au même niveau de compréhension. Pour ceux qui nous regardent aussi, peut-être qu'ils ne maîtrisent même pas ce que nous mettons dans l'article 66. Nous disons la déclaration de biens. Ça veut dire quoi? En français facile, des responsables de la République d'un certain niveau, lorsqu'ils sont nommés, ils disent à cet instant précis ce qu'ils ont comme patrimoine. Ça veut dire qu'il dit, parfait, Aïssé est nommé ministre de la communication. Ce n'est qu'un exemple, hein, que le papa René Sadi ne soit pas dérangé. Alors, il dit, parfait, Aïssé a 2 maisons, une en Bankolo et l'autre au village. Parfois, ici, il y a 2 véhicules de marque ceci et avec tel prix. Parfois, ici, il y a 2 parcelles de terrain. Une achetée en Kola Famba et l'autre achetée à Ebomzout. Parfois, ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Il fait cette déclaration et on vérifie. Parfois, ici, il fait donc 5 ans de ministre. Lorsque parfois, ici, s'en va, on revient faire le bilan de ce que Parfait a ici a eu après 5 ans. Et si on se rend compte qu'après 5 ans, Parfait ici a eu 22 villas,
2 immeubles, 42 véhicules, 28 parcelles de terrain, ainsi de suite. On est donc en droit d'appeler humblement Parfait ici pour qu'il lui dise comment il a fait pour avoir autant de biens, sachant ce qu'un ministre de la République touche. Et vous pensez qu'en l'état actuel des choses, c'est le procureur qui devrait le faire? Pourquoi vous pensez que le procureur ne peut pas le faire? Moi, je pose une question inverse. C'est même et je dis qu'au sorti de cette émission, nos autorités en place, lorsque la loi n'a pas été complètement mise en place, peuvent saisir leur attribution pour faire valoir des choses qui leur semblent pertinentes, qui cadrent bien avec les missions qui sont les leurs. Je ne justifie pas la non-création ou la non-mise en exécution de l'article 66, non. Mais je peux comprendre qu'en l'état actuel, un ensemble de raisons qui nous sont inconnues, vous et moi, que seuls les gouvernants maîtrisent, peuvent justifier leur retenue. Parce qu'à la fête, en fait, c'est eux qui pilotent le pays. Et c'est eux qui voient ce que vous et moi ne voyons pas. Merci. Hein. C'est compliqué Parfait. Permettez également à l'un de Allez-y, Duval. C'est compliqué parce que même ceux qui sont chargés de mettre en application l'article 66 doivent déclarer leurs biens. Tout le monde est concerné. C'est assez périlleux. Je vous le dis. Commence par ceux qui doivent ceux qui sont chargés de mettre quand on nomme le vous dire que l'article 66 ne sera jamais appliqué dans ce pays. Mais écoutez, c'est très compliqué. Ça devrait pas faire peur. Non. Il y a des institutions, M. Duval-Balais, il y a des institutions qui devraient, à l'occasion de la non-exécution, de la non-application de l'article 66, je vous l'ai dit. Mais ceux-là même nous suivent. Ceux-là même aussi, quand ils sont nommés, doivent d'abord déclarer leurs biens. Est-ce qu'ils sont donc prêts à déclarer eux-mêmes leurs biens? Nous allons passer la parole à Alain, que nous parlons ce matin des 30 ans, la célébration des 30 ans de notre constitution au Cameroun. C'était une constitution très attendue, celle du 18 janvier 1996. Ils sont nombreux qui pensent qu'en l'état actuel des choses, cette constitution n'a véritablement pas répondu aux aspirations du peuple camerounais. Parfait, je vais faire d'abord une chose avant d'attaquer de front le sujet. Saluer ton arrêt majeur sur le sujet. Après la titraille de la grande sœur Claire Nana, de l'autre côté, on a une riposte venant dans notre positionnement éditorial sur le même sujet. C'est intéressant. Maintenant, il y a beaucoup de tartufferie quand même sur le plateau quand même à ce sujet. Il faut arrêter ça. La constitution, par exemple, française de la Ve République a pris à peine un mois après son adoption en 1958 pour rentrer en vigueur. Celle des États-Unis a pris 1 an 6 mois pour rentrer en vigueur, appliquée. Donc on ne peut pas venir sur un plateau commencer à dire... Non mais Alain, Alain vous a suivi. Attendez. Alain a la parole, il vous a suivi tout à l'heure. Allez-y Alain Do. On ne va pas venir sur un plateau justifier la procrastination, les pesanteurs, faire comme si c'est ça qui devrait être désormais la norme. Mais non, il y a des contraintes de vélocité, des situations d'urgence. N'oubliez pas, cette constitution de 96 apparaît comme la quête d'un compromis. Non, la manifestation, l'expression même du compromis. Non, parce qu'il y a quand même des relents. Est-ce que vous allez me laisser parler? Il y a quand même des relents d'insatisfaction qui sont tenaces, illustrés notamment par la résurgence d'une volonté de retour au fédéralisme au travers de la crise anglophone. Vous n'allez pas ignorer ça. C'est la vérité. Cette constitution a été négociée au sortir des années de Brest. Tout à fait. Comment vous voulez... Non, nous disons la même chose. Non, on ne dit pas la même chose. Moi, ce que je vous ai entendu... Nous avons parlé de progressivité. Je dis que ce n'est contenu dans la même constitution. Oh là là. Finalement, vous, quand vous avez parlé, moi je vous ai écouté. Je dis ceci. La constitution de la Ve République en France, elle est encore en vigueur jusqu'à présent. Je dis qu'elle a pris moins d'1 mois pour rentrer pleinement en vigueur. Pleinement en vigueur. Celle des États-Unis, 1 an 6 mois. Elle est entrée en vigueur le 4 mars 1789. Vous ne pouvez pas venir me justifier 30 ans. On sent bien en réalité. Parce que la première dynamique de mise en œuvre même du texte en question constitutionnel vient toujours dans une situation de crise en 2019.
au sortir en tout cas, je veux dire, au début du fort de la crise anglophone, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait donc? Il y a cette constitution qu'on a rédigée, mais là, on voit que comme on ne l'applique pas, il y a une situation de crise, il faut commencer quand même à lâcher du lest, commencer à appliquer certaines dispositions de la loi fondamentale en question pour apaiser la crise. Et on fait même d'ailleurs ça très mal. Justement, quand vous êtes dans un système kleptocratique, gabégique, où on a érigé le vol en norme, la prévarication comme style de vie, vous n'avez pas intérêt à constituer justement une haute cour de justice, parce que celle-là, elle a l'attribution justement de juger au plus haut de la gouvernance ceux qui se rendaient coupables de tels actes. Donc, du coup, on met cela en veilleuse. Maintenant, regardons aux autres institutions, notamment les cours de compte. Moi, j'ai un problème. On parle de la chambre de compte maintenant. Vous savez, une chambre n'a pas les attributions et les prérogatives d'une cour. Là-bas, on a des cours. C'est plus sérieux au niveau régional. Alors, on sait justement qu'on regarderait avec beaucoup de rigueur ce qui se passe dans la gestion du patrimoine des régions à ce niveau-là. Et justement, on ne veut pas ça. Parce que c'est un pis-aller au niveau de la corruption et de la prévarication. Regardez la dotation, les 15%. Ben, est-ce que vous voyez quelque chose se faire en ce sens? On est à 3% aujourd'hui. Rien ne va. Alors, il y a encore quoi? L'article 66. Soyons sérieux, les amis. Justement, vous n'allez pas demander aux gens, lorsqu'ils ne sont pas sérieux, de prendre l'arme qui va les buter, de se le pointer dessus. Ils ne vont pas faire ça. Justement parce que la substance par laquelle vit le système, c'est la corruption. C'est son ADN. Vous n'allez donc pas demander au système de procéder à son déni en mettant en place des institutions qui vont contrecarrer ce qui fait même sa nature. Justement, bon, pour l'article 66, il faut un décret d'application qui va créer donc les instances qui permettent justement donc de faire correctement le travail. C'est pas les procureurs, c'est pas les procureurs, c'est un décret d'application qui viendra fixer exactement qui fait quoi et comment. Or, les procureurs aujourd'hui parfaits. Prenons, il y a un préalable où tu as vu un procureur dans notre contexte, dans les réalités camerounaises, interpeller quelqu'un pour lui dire que gars, ils pensent que les procureurs sont les moins chers. Ils veulent tuer les enfants. Les gars qu'on appelle tout le temps, ils sont pas libres parce qu'ils ont un chef suprême. Un procureur peut interpeller. Non, faut être sérieux. Est-ce qu'on dit qu'on est le procureur doit interpeller parfois ici? Non. On dit que le procureur doit interpeller des catépias. Les vrais barons du système. Ils peuvent pas faire ça. Quel est le procureur qui va prendre ce risque? Monsieur Pendadi. Sa carrière est en danger. Non, monsieur Pendadi, ne tournez pas. Donne le nom d'un procureur. Parlons de choses suffisamment sérieuses pour qu'elles soient. Et tu es en plaisantant? Nous ne plaisantons pas, effectivement. La qualité de ce plateau. Non, il y avait le nom d'un procureur qui peut prendre ses... Un précédent, on veut un précédent. Pardon? Un précédent, un procureur qui l'a fait. Allons-y. Les Pascal Mayamegebe ne l'ont pas fait. Ils ont interpellé qui? Ils n'ont interpellé personne. Non, ce que je voudrais dire. Nous sommes sur un plateau de télévision assez sérieux. Vous ne le pas présenter. Non, Alain, donc la présentation que vous avez faite du Cameroun. Non, je me pose deux questions. Est-ce que nous sommes dans le même pays? Vraiment? Ah bon? Ouais. Autant ce n'est pas le paradis. Bon, c'est moi qui fais les notations. Vous avez cité des vu le niveau de la corruption. C'est moi qui fais les rapports de la CONAC. Quand je dis qu'on est corrompu, vous voyez comment vous êtes? C'est pas sérieux. Ce que je veux dire. Alors, mais d'où part la corruption? Mais d'où part la corruption? Ça commence toujours par la baisse, par le sommet. Non. Le poisson pour la corruption commence par le bas. Non, parce qu'au sommet, on a des mécanismes qu'on peut mettre en œuvre. Une seule personne. Alain, vous n'avez plus la parole. Qui a pensé cette constitution? Qui veille à sa mise en place progressive telle que prévue par la Constitution? J'insiste sur l'expression qui se trouve dans une des dispositions de cette Constitution. Ce n'est pas involontairement qu'on a mis cette expression. La mise en place de ces institutions sera progressive. Les rédacteurs de cette constitution... Et le progressif, ça peut prendre combien d'années? Ça prendra le temps du politicien, de celui qui dirige la République. Vous entendez parler? Je m'entends très bien parler. Celui à qui vous avez reconfié... à 100 ans, Celui à qui vous avez reconfié les destinées de la République l'a dit au 3e paragraphe de son discours. Il a posé la réflexion sur les questions institutionnelles. Cela figure à bonne place
sur le cadrage programmatique de M. le Président Paul Biya. Très bien. Ça veut dire qu'il a à cœur constamment la réflexion sur l'adaptation de notre pays au contexte légal qui lui suit. Moi, je suis certain ça ne m'arrive pas tous les jours. Monsieur Ben, autorise que nous ayons cette thématique, avec votre permission, sous votre impulsion, je pense que cela est à cœur de celui qui dirige ce pays, de savoir que la préoccupation sur la lutte contre la corruption ne doit pas être allégée. Merci, M. Penda. Ça ne m'arrive pas tous les jours de lire les messages à ce moment de l'émission, mais exceptionnellement, nous allons le faire, hein, parce que c'est un peu intéressant. Alors, il y a une fleur qu'on fait à Duval ici. Bonjour, Perfecto. Duval veut nous enfumer, mais il est très difficile de vendre des œufs pourris, même si on est un bon commercial comme lui. La Constitution consacre, c'est-à-dire rend sacré. Quand la Constitution a voulu que quelque chose soit, elle doit être un point, c'est tout. C'est Thierry Dekounou qui envoie cette contribution matinale. Nous prenons cet autre message ce jour. Quelqu'un m'envoie plutôt des jolies fleurs. Alors, bonjour Monsieur Perfecto, le Newton de la modération. Bonjour Monsieur Alain, le Einstein de la sagesse. Bonjour à tout le plateau. Pour ma part, c'est Monsieur en chemise rose, Carlé n'a pas sa place sur ce plateau. Rien qu'en écoutant ce qui sort de sa bouche, on peut comprendre que c'est un mendiant du RDPC. Oh là là, les expressions sont fortes. Hein. Il devait avoir... Non, je ne vais pas lire la suite. Hein. Monsieur Topo depuis Dragage. Restons au niveau de la guerre idéologique. Salut le maestro de la modération et au panel. Je voulais dire que le verrou de la limitation des mandats a sauté immédiatement. C'est Garga de Marois qui envoie cette contribution. Bonjour parfait à ici. Bonjour aux démineurs. La déclaration des biens est un instrument qui pourrait permettre aux procureurs de traquer les prévaricateurs. Repousser la faute de la non-application de cet article de la Constitution aux procureurs n'est pas honnête. Ceux qui nous gouvernent ne veulent pas que cet article soit appliqué. Donner aux procureurs les moyens de travailler. Et c'est ce que nous pensons ce matin. Hein. Et pour cela, je vais dire bonjour à tous les procureurs. Vraiment, moi, je vous ai protégé ce matin. Les gens vont vous envoyer à la guillotine. Moi, je vous ai protégé ce matin, monsieur le procureur. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau et nous redonnons la parole, pas de course, à Alain Ndouko pour la dénonciation de ce mercredi matin. La dénonciation de ce matin est portée par un compatriote qui a eu une histoire, vous allez l'écouter, vous allez en prendre connaissance, le genre d'histoire qu'on rencontre. Hein. Je pense que personne ici ne va dire qu'il n'a jamais eu à entendre ce genre d'histoire. Donc il a une relation avec une autre compatriote, une femme, à une époque où c'était plutôt très difficile pour lui. Elle était d'une famille relativement aisée. Ils ont eu un enfant de cette relation. Ils n'ont pas pu aller loin, parce que vraiment, la famille a trouvé que c'était pas le gars qu'il fallait pour leur étoile. Le gars était pauvre. Oui, il n'avait pas le statut, il n'avait... Bon, et puis son statut aussi n'a même pas beaucoup évolué entre-temps, mais il est quand même relativement heureux, avec les modestes moyens que la providence divine lui accorde. Le truc, c'est qu'il est... lui, il a des enfants. Il a eu des enfants. Il en a comme ça 4, avec celle avec qui il partage sa vie actuellement. Mais son ancienne copine, dont on n'avait pas voulu qu'il convoie la noce, elle a épousé quelqu'un d'autre de son statut, on me dit au quartier de son niveau. Sauf que là-bas, de fil à aiguille, ça ne donne pas. Ils
sont heureux, mais ça ne donne pas pourquoi, parce qu'elle n'arrive pas à procréer avec le monsieur. Donc, il n'y a que l'enfant qu'elle a eu depuis. Avec son ex. Avec son ex, là, le gars qui était un peu paumé. Et là, elle reçoit des pressions. Son ancienne copine reçoit des pressions là-bas. Comment tu viens occuper l'espace comme ça? Il faut faire enfant. Il faut faire les enfants. La belle famille commence à s'inquiéter, met la pression, fait des pressions sur l'époux, qu'est-ce qui se passe, etc. Ils veulent déjà que la dame enfante. C'est quoi le problème? Elle a déjà eu un enfant. Pourquoi elle n'arrive pas cette fois à accoucher? Donc du coup, elle a tellement la pression qu'ils ont déjà tout essayé entre-temps. Ils ont essayé bon nombre de choses, hein, la dame en question. Ils sont allés à l'hôpital? Oui, ils ont fait des choses, mais on lui a soufflé qu'en réalité, elle peut régler aisément le problème. En allant repartir voir son ex? Mais toi, je suis ton regard. Donc il faut, mais elle peut gérer ça avec l'ex. Peut-être que le problème c'est le mari, elle gère à nouveau avec l'ex. Hein, et voilà, elle vient avec l'enfant là-bas. Bon, elle fait croire que c'est avec son mari qu'elle a eu l'enfant en question. Et donc c'est l'ancien copain fauché qui revient porter la dénonciation pour dire que lui, il ne sait pas. Mais... Ah, la dame l'a contacté? Oui! Pour lui faire part de la situation. De la situation qu'il faut qu'il refasse la chose pour avoir un enfant, pour sauver son foyer. Et contre beaucoup d'argent, s'il le veut, il n'y a pas... Comment marcher? Elle peut le booster. Et il n'est pas à l'abri du besoin. Donc, mais lui, il se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est moral, etc. Et c'est ça qu'il dénonce ce matin. Dénonciation un peu embarrassante, hein? Ça tombe bien comme il y a un psychosociologue. Professeur Noubissi, que devons-nous faire en pareille situation? Que doit faire le monsieur qui est parti dans l'ex? Et maintenant, l'option prise par la dame est-elle la meilleure? C'est une dénonciation très complexe déjà, avec des niveaux de complexité un peu avancés. La question que je me pose rapidement, c'est de savoir, est-ce que la dame ne peut faire d'enfant qu'avec le premier homme avec qui elle a fait son enfant? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que je me dis, voilà, est-ce qu'il y a une fixation génétique sur cette personne? Moi, je ne pense pas que la biologie nous ait déjà donné des informations là, dans ce sens-là. Moi, je pense que là, si son mari actuel n'est pas capable de lui faire des enfants, au lieu qu'elle subisse des pressions venant de sa belle famille et des autres, c'est mieux que la chose soit clairement dite et que les examens faits soient clairement présentés afin que le monsieur lui-même porte sur lui ses propres responsabilités. Vous savez, les questions de la fécondité à l'intérieur du couple, on culpabilise le plus souvent la femme. Alors que parfois, c'est aussi l'homme le problème. Voilà, alors que parfois, c'est aussi l'homme le problème. Parce que dans ce cas de figure, déjà qu'il y a un enfant qui a été fait avant, ça montre que sur le plan de la reproduction, cette femme n'a pas de problème sérieux. Bon, je pense qu'au lieu de la laisser subir, de lui opposer des pressions psychosociales qui vont peut-être à la longue être un frein pour sa procréation, parce qu'il faudra le dire. Et là, j'interviens la casquette qui est la mienne, celle de la psychologie. Si on lui fait trop de pression psychologique, ça peut avoir un impact sur son dispositif de conception. Et ça peut lui être un problème. Sinon, pourquoi l'urgence est à évacuer rapidement ces pressions psychologiques et que les questions biologiques, les questions génétiques soient posées sur la table et que les uns et les autres portent sur eux ou sur elles leurs responsabilités. Bon, le monsieur doit savoir la vérité. Il doit savoir qu'il ne peut pas, au lieu de mettre la pression sur la femme qui se fait soigner. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui sont disposés à apporter des aides médicales, allant dans le sens de soigner là, ceux-là qui ont des problèmes d'infertilité. Je pense que c'est ça l'analyse que je peux apporter rapidement. Et je me dis que maintenant, sur le plan de la morale, à ce niveau-là, la morale, c'est pas à elle de porter ça sur elle. Le monsieur-là, est-ce que lui, c'est un géniteur? Et c'est seulement là pour faire des enfants. Tu as fait un premier enfant avec une femme, elle vient te demander de le faire un seul enfant. Et on t'avait demandé de partir parce que tu étais pauvre. Parce que tu étais pauvre. Parce que c'est un détail très important. C'est pourquoi je voulais y revenir. Je me suis dit qu'il y a un problème sérieux. Lui aussi, il doit avoir un peu de responsabilité, avoir un peu de personnalité. Il n'est pas un géniteur. Et s'il est géniteur, qu'il aille là où il y a les banques de sport, il dépose. Le problème, c'est que la dame est parlante, hein.
Il y a un pactole qui est posé à côté. Il dit, monsieur, fais cela, non, voici le paquet. Est-ce que ce n'est pas flatteur? Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, faire un enfant, c'est un acte d'engagement. Ah, ça, c'est toi qui penses ici. Hein? Un enfant, c'est un acte d'engagement. On ne peut pas te payer pour que tu ailles faire l'enfant à une personne. Non, là, moi, je pense que ça va créer à la longue. Parce que professeur, je vous dis qu'il y a de l'argent. Ce que nous ne voyons pas aujourd'hui. On vous a pas dit ce que la dame propose au monsieur. Hein? Je sais, c'est peut-être que ce sont pas les pipis déjà. Je partage avec vous une expérience que j'ai. Je travaille dans c'est pour cela la dame vous propose 5 millions. Rien que pour cet acte-là. Je travaille dans un centre de désintoxication des jeunes consommateurs des substances psychoactives. Alors, le plus souvent, l'histoire même de la conception est liée à la pratique de la consommation des substances psychoactives. Et moi, je pense, sur le plan purement psychologique, que l'enfant, avant de venir, doit être encadré. L'environnement qu'il accueille doit être sain et permettre un avenir futur et meilleur pour cet enfant. Si un enfant vient dans ces conditions-là, je ne suis pas médium, mais je pense que les conditions qui vont entretenir sa venue peuvent être un impact futur sur le plan purement psychologique. Ça peut même l'amener à des orientations psychologiques beaucoup plus négatives. C'est donc pourquoi moi je le dis toujours, et c'est un coup que je fais, les conditions avant la grossesse et pendant la grossesse sont idéales et il va falloir qu'un certain nombre de choses soient faites afin que sur le plan de la psychologie de l'enfant qui arrive là, qu'on prépare la route pour un lendemain meilleur pour lui. Duval Lebel est balayé, ce sont des cas que nous avons au niveau de nos familles. Hein. J'en suis persuadé qu'au moment où nous parlons, elles sont nombreuses qui se reconnaissent dans cette situation. Je parle beaucoup plus des femmes. Lorsqu'on est face à ce genre de cas, comment appréhender la chose? Écoutez, parfait, ici. Déjà, dans le couple de l'ex, il y a de la dame, je veux dire, elle a un enfant. Ça veut dire qu'au moins, elle a une preuve de maternité. Alors, la question que moi, j'aurais aimé avoir, la réponse que j'aurais aimé avoir, de l'autre côté, était sur le fait que l'homme, est-ce que lui aussi, il a déjà fait un enfant dehors? Et là, je veux m'adresser à nos sœurs, il faut qu'elles soient souvent pragmatiques. Oui, on arrive, ça fait 5 ans que nous ensemble, on n'a pas d'enfant. Moi, je viens avec mon enfant. Gars, va aussi essayer de faire un enfant dehors. C'est simple, non? Moi, je t'autorise à aller faire. Tu viens avec, je vais élever. Pourquoi on est la preuve? Oui, pourquoi on est la preuve procréer? Parce que parfois, on a tendance à accuser seulement les femmes. Et il y a certains hommes qui ont cette malice de cacher leur infertilité. Ouais. Et après, ils tendent le piège à la dame. C'est pas sérieux. Si tu sais que biologiquement, tu ne peux pas faire d'enfant. Quand tu vas te... Et il y en a même qui ont vendu le sperme au diable. Effectivement. Et ça peut faire l'objet d'un divorce. Quand tu ne dis pas la vérité à la femme dès le départ, tu rencontres une femme, tu sais que tu es biologiquement infertile. C'est une cause péremptoire. Voilà. Voilà. Tu ne lui dis pas. Et tu restes avec elle, on commence à l'accuser. C'est-à-dire toute la pression qu'elle va subir, toi tu es conscient que la faute te revient. Alors, que la dame lui dise simplement que va faire un enfant, toi tu es avec l'enfant, premièrement. Deuxièmement, la solution que l'entreprise d'aller voir son ex, je crois que là aussi elle a manqué de tact. Parce que tu ne peux pas aller voir un homme et lui dire que viens me faire un enfant et te paye. On ne fait pas l'enfant au premier coup. Ça nous le savons, ça veut dire que s'il faut faire un enfant avec une femme, vous entamez une relation de moins. Non, même pas seulement un mois. Un mois c'est un cycle. 2 mois. Non, s'il faut 5 cycles. Elle n'a pas dit qu'elle a des problèmes avec ça. Non, est-ce qu'elle a un problème avec ça? En fait, elle part renégocier une relation qui peut encore prendre 1 an. Et où le gars doit être assidu. Non, comment ça, 1 an? Non, nous avons dit 2 mois. Même 2 mois, c'est suffisant. Ce que je veux dire, c'est que... Si elle est vraiment féconde, et la dame, peut-être elle maîtrise même sa période. Il peut arriver, parfois, vous savez que le premier enfant peut avoir 12 ans. Ouais, c'est vrai. Voilà. Si le premier enfant a un certain âge, il faut encore du temps pour que... En fait, ça va prendre un peu de temps. Alors, au lieu d'aller dire au gars, à son ex, que je te paye, tu me fais un enfant, elle serait passer par d'autres méthodes, notamment reséduire son gars, prendre du temps. Et maintenant, recommencer une relation avec le gars et c'est la femme seule qui sait à quel moment peut-être que le monsieur n'est plus dans cet esprit de recommencer avec elle. Oui, voilà pourquoi voilà pourquoi donc elle propose de l'argent. Et donc le monsieur lui a dit que non madame, vraiment cette affaire-là c'est dépassé. Ça dit que l'argent c'est parce qu'elle a d'abord essayé. Le lui a dit je ne sais pas là. Bon, maintenant au monsieur qui refuse
l'argent. Moi, je lui donne raison. Parce que... non, le monsieur n'a pas dit qu'il refusait. Hein. Il a demandé conseil. Il veut vos conseils. Il veut un conseil. Ça veut dire qu'on pouvait l'encourager. On peut aussi demander d'accepter. Bien sûr. Si lui-même a demandé conseil, ça veut dire que... Alors qu'il parte. Je partage l'avis de Duval. Hein. Il faut qu'il soit réaliste. C'est vrai que je reviens à la position initiale du psychoclinicien, psychosociologue qui a dit qu'il faut d'abord parachever dans le fond l'examen de la situation de fertilité du mari. Tout à fait. Parce que très souvent on fait des examens superficiels, mais aujourd'hui la médecine moderne règle définitivement cette question et l'Afrique a le privilège d'avoir des solutions alternatives. C'est-à-dire que si, sur le plan médical, scientifique, ça n'a pas beaucoup avancé, nous avons des parents au village qui peuvent te faire redevenir fertile, toi l'homme. L'Afrique regorge de suffisamment de ressources qu'à travers vos différents plateaux, notamment le vôtre qui est très suivi, nous devons commencer à valoriser. Nous avons une médecine traditionnelle qui règle presque tous les problèmes du monde que nous pouvons avoir, notamment dans le domaine de la santé. Il est très important que nous soyons les vecteurs de la diffusion de nos richesses, de nos patrimoines culturels dans ce domaine-là. Et donc je pense que ce monsieur, qu'il fasse des vrais examens scientifiques, si ces examens confirment qu'il est infertile, qu'il se retourne vers la médecine traditionnelle. Merci. Alain Douc. Mais le conseil, le chauffeur, s'il vous plaît, le chauffeur a été son ex-amant. Oui. Le conseil là ne s'adresse pas à celui qui nous a demandé des conseils. Non, à celui qui nous a demandé les conseils. Voilà, lui veut savoir s'il doit prendre la. Il est quand même réaliste. Il m'a compris quand j'ai dit qu'il faut qu'il soit réaliste. Il ne laisse pas cette occasion, il prend l'argent. Quel est le conseil que vous donnez au jeune homme? Oui, parfait. Oh, monsieur Alex. Moi, j'ai eu, étant tout petit, hein, j'étais encore tout petit, j'étais à l'école primaire, je devais faire le CP. Il y a un couple comme ça, d'un collègue, c'est-à-dire, c'était un collègue à mon père, et il avait ce type de problème avec son épouse à l'époque. Il n'arrivait pas à procréer. Sauf que aucun des deux n'avait un problème fondamental à procréer. Ils étaient tout simplement incompatibles. Et c'est le cas d'espèce dans la situation présente. Quand ils se sont donc séparés, chacun est allé avoir notre partenaire, chacun a procréé. Qu'est-ce qu'on appelle incompatibilité? Qu'est-ce que tu mets dedans? Je veux comprendre. Il y a des incompatibilités. Au niveau de la conception, qui ne peuvent pas procréer avec certaines femmes. C'est médicalement prouvé? Oui, c'est prouvé. C'est comme ça. Et il y a également un cas, hein, nous avons parlé sur le contrôle des médecins. Ouais, voilà, je crois qu'il faut le dire. Alain Douc, il y a également le cas où certaines femmes ne peuvent avoir qu'un seul enfant. Un seul. Oui. Mais pas sur le contrôle des médecins. Oui. Oui. Donc, je ne sais donc pas, on est dans le cas d'espèce. Il n'a fait donc qu'une seule fois dans sa vie. Donc, toujours est-il que s'il faut rester sur les principes de la morale, bah, écoutez, c'est déjà la femme de quelqu'un d'autre. Je dis s'il faut rester sur les principes de la morale. C'est déjà la femme de quelqu'un d'autre. C'est déjà la femme de quelqu'un d'autre. Donc, qu'elle trouve une solution autre que cette c'est vrai que M. Penda, M. Alain Douc, comme M. Penda parlait de l'aspect traditionnel, moi je suis un traditionnaliste, il y a également des cas où une femme a eu le premier enfant avec un homme. Ils se sont séparés. Chacun a pris sa route. Il paraît que sur le plan traditionnel, si la femme l'avait encore procréé, elle doit encore aller avec ce ex. J'ai dit que je suis sur le plan traditionnel. Alors, c'est vrai qu'il peut aussi arriver qu'après le premier enfant, que la femme ait eu peut-être à faire des avortements, et ait eu des problèmes. Ça aussi, c'est finissent par empêcher. Voilà. Donc, tout ça là, je pense que... Alors, nous prenons quelques messages. Hein. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, je vais dire à Monsieur Duval, non, nous parlons plus du premier sujet. Hein. Nous vous disons qu'il y a une femme qui souffre dans son foyer. Vous voulez seulement... qui veut savoir s'il doit pas faire... Vous voulez seulement sur le poids Duval. Alors, bonjour, Espace Miné. J'ai un problème. J'ai besoin du numéro du professeur. Excellente journée. Appelez-moi hein, après l'émission.
Un autre message, c'est le message d'Ibrahim. Voici ce qu'il dit. Bonjour, monsieur parfait. Ici, cette femme a envie de revenir avec son ex. Moi, ce monsieur, je refuse cette proposition parce que faire un enfant et oublier, c'est pas souvent facile. La proposition à faire à cette femme, comme ils ont les moyens, qu'elle parte se faire inséminer au Crasser. Ils sont actuellement à 598 enfants. Oui, le Crasser, hein, ou comment on l'appelle le professeur, comment j'oublie son nom, le professeur Cassia. Le professeur Cassia qui a bas des merveilles hein, du côté du Crasser. C'est aussi une piste, hein, se rapprocher du professeur Cassia qui peut vous donner, qui peut vous aider. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur. Alors, je vais au plus 33, hein, c'est un message de la France. Bonjour Perfecto, mon ami Penda vibre dans une sphère métaphysique. Je voudrais lui rappeler que dans l'affaire Bapes et Amat, non, nous ne parlons plus de cette affaire. Hein. Alors, bonjour Perfecto et bonne année à ton panel. Parlant de la dénonciation, chez nous les écans, le monsieur doit aider la dame sans condition. C'est Dr Fabio Tama qui envoie ce message. Je pense que le Dr Fabio Tama n'est pas très loin de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Allons au plus 974, je pense qu'un message qui nous vient du Qatar. Voici ce que le téléspectateur dit. Bonjour Perfecto, très belle veste. À propos de la dénonciation, il y a des enfants qui refusent de faire partie de certaines familles. Excellente journée à vous sur le plateau. Comment ça? Un autre message. Hein? Bonjour et bonne année, sac de modérateur et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, je pense que la dame ne devrait pas avoir une telle idée. Le père de son enfant, pardon, le père de son enfant n'est pas une machine à bébé. Elle est une femme, qu'elle prenne son mari et l'amène pour se faire traiter. Maintenant, le monsieur, et elle met entre parenthèses, père de son enfant, il n'a pas à réfléchir, qu'il refuse. S'il aime même la mère de son enfant, qu'il l'aide à chercher quelqu'un pour soigner son époux. La médecine a évolué, et même du côté traditionnel aussi. Il y a également les couples qui ne sont pas compatibles. Bref, que la dame voit tous ces critères. Merci, c'est Baudouin de Yaoundé qui envoie cette contribution. 10h, 11h52. Vous faites bien de regarder la télévision. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez le minéral Bonis, buvez la vie. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détendes. Ah, je crois qu'il l'adore, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus, offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. Le Makoma, bonjour. Bonjour, Perfecto. Comment tu vas? Bien fait, je me porte bien.
De toutes les façons, lorsque nous vous accueillons, nous devons dû avoir des informations sur notre santé. Bien évidemment, c'est pourquoi je suis encore là aujourd'hui pour parler des infections sexuellement transmissibles telles que le chlamydia ou la chlamydia, et bien la syphilis et l'herpès génital ou même l'herpès buccal et les maladies telles que le chancre mou, le gonococcie. Et quelle qu'en soit la durée ou la nature de vos infections sexuellement transmissibles, nous avons mis sur pied le produit King Femic 24, la solution, ce produit-là qui éradique ça en quelques jours seulement. C'est vrai que le nom porte, c'est vrai que le produit porte son nom, King Femic 24, la solution. C'est pas que nous traitons le chlamydia en 24 heures ou bien quand on traite la syphilis en 24 heures, non. Si vous avez des symptômes apparents en 24 heures, ces symptômes vont disparaître. On va donc suivre le traitement sur une période bien déterminée. Peut-être ça va être 14 jours, bien 21 jours ou 28 jours pour les cas les plus récalcitrants. Et pour des personnes qui ont essayé de soigner le chlamydia et qui n'ont pas bien soigné et c'est devenu résistant, le King Femic 24, la solution, vous apporte des solutions de manière concrète. Il y a même des personnes qui ont des problèmes de bouffées de chaleur, ou bien même parfois les fourmillements du corps, et aussi les problèmes de mauvaise haleine, comme je l'ai dit tout le temps ici, en principe, la mauvaise haleine ne vient pas souvent de la bouche, mais vient plutôt du ventre. Nous avons des personnes qui ont des problèmes de mauvaise odeur corporelle, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se mettre ici. Il y a une forte odeur qui va dégager. C'est pas que ces personnes ont une mauvaise hygiène corporelle, que non. Ça vient au-dedans d'elles. Nous avons aussi des personnes qui ont des problèmes de mauvaise odeur au niveau des pieds, c'est-à-dire que quand elles se déchaussent, il y a une très forte odeur qui va dégager. Le produit King Femic 24, la solution, vient donc vous apporter des solutions de manière concrète. Et ces femmes-là aussi qui ont les difficultés à concevoir, bien même quand elles conçoivent, elles font des fausses couches. Nous avons le produit King Femic qui vient régler ces différents maux-là. Et même les femmes qui ont des problèmes de crampe bouchée, qui n'arrivent même pas à concevoir, et aussi les messieurs qui ont des problèmes d'azospermie ou bien d'aligospermie, avec le produit King Femic 24, la solution, ces personnes diront adieu aux problèmes d'infertilité ou bien aux problèmes de procréation. Et aussi les hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce, reprise lente, le produit King Femic 24, la solution, vous apporte la solution. Parce que je l'avais déjà dit ici plusieurs fois que la faiblesse sexuelle en elle-même ou l'éjaculation précoce ne sont pas des maladies, mais les symptômes de maladies. Parce que la faiblesse sexuelle peut être causée par plusieurs autres maladies, à savoir le chlamydia, les hémorroïdes, le diabète ou même l'alimentation. Mais l'une des causes principales de la faiblesse sexuelle, du trouble érectile, nous avons le stress permanent et l'alimentation. On mange trop salé, on mange trop gras. Forcément, ça va nous entraîner déjà les fatigues générales et aussi ça va nous causer les troubles érectiles. Et à côté, parfait, vous avez le fameux rhumatox. Le rhumatox, ce produit-là qui concerne nos parents, qui concerne nos grands-parents, qui concerne les personnes qui sont parfois en surpoids et que les autres n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, qui ont les problèmes des douleurs au niveau des articulations, les douleurs musculaires et même les douleurs au niveau des genoux. Vous avez le rhumatisme, l'arthrose ou bien même la goutte et le nerf sciatique. Le produit Rhumatox vous apporte des solutions de manière concrète. Nous allons terminer avec le produit Open Sex, le Makuma. Oui, le produit Open Sex parfait, c'est un produit qui aujourd'hui on est fier parce que beaucoup de personnes se retrouvent en que d'avoir l'estime de soi. Parce que le produit Open Sex, c'est ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Nous avons mis sur pied 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. Les qui peuvent utiliser le produit Open Sex, c'est tout le monde qui peut utiliser le produit Open Sex. Que ce soit le papa de 95 ans, 60 ans, 70 ans, 50, 55 ans, que ce soit le jeune homme de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 45 ans, le produit Open Sex, il est disponible. Et chers parents, évitez de pratiquer la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. À côté, nous avons des personnes qui ont eu un appareil génital normal, mais au fil du temps, elles ont vu l'appareil génital rétrécir. Parce que oui, il faut bien le dire, les hémorroïdes rétrécissent l'appareil génital, le chlamydia encore rétrécit l'appareil génital.
mental. D'où on vous recommande de prendre le produit King Fumic 24 heures la solution pour avoir des solutions de manière générale. Voilà, nous sommes à la Cité des Palmiers, derrière le site de la Cité des Palmiers, et nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolondongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baiga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Les Makoma, nous vous disons merci et à très prochainement pour d'autres informations. Merci beaucoup. 10h, 11h52, une touche pour s'impose. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le bon choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné. Tous les mercredis, nous parlons de la diaspora. Ce matin, une question. Peut-on développer une nation, un pays, sans faire allusion à sa diaspora? Peut-on développer un pays en se passant de ces personnes qui sont allées à l'extérieur? Je commence par le professeur Claude Noubissier. Nous avons toujours la chance de vous avoir parce qu'en réalité, vous avez passé quelques années du côté de la Belgique, pour être plus précis, lorsque vous souteniez votre thèse de doctorat et vous êtes revenu au pays. Cela signifie que vous maîtrisez un tout petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Une nation peut-elle se développer sans sa diaspora? Très belle question, M. Parfa, ici. Je te dis que la thèse, je l'ai soutenue à l'Université Lumière Lyon 2, en France, et j'ai fait une formation en victimologie et psychotraumatologie à l'Université libre de Bruxelles. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est une question embarrassante. Parce que, est-ce qu'on peut développer un pays sans conjuguer avec toutes les forces vives de ce pays? C'est une question très difficile. On doit pouvoir s'associer, être en synergie avec tout le monde. La question maintenant, d'où le charme de votre émission s'impose une fois de plus, c'est le contexte actuel du Cameroun. Est-ce que le Cameroun recevra facilement la main tendue à la diaspora avec les chiffres des dernières élections qui ont fait comprendre peut-être que la diaspora n'a pas été tellement d'accord avec ceux qui étaient là par le passé, en fait ceux qui nous gouvernent. Donc ça montre qu'il y a une problématique assez suffisamment forte. C'est-à-dire savoir quelles sont les stratégies à mettre en place pour que cette diaspora trouve nécessaire et trouve d'intervenir et d'investir et de venir au Cameroun. C'est la question c'est l'orientation que je prendrai dans la structuration de mes idées. Alors, comme je l'ai dit, le principe aujourd'hui, et c'est tout à fait logique, quand on est à l'extérieur, on rêve rentrer chez soi. Tous les gens, dans une très grande majorité que j'ai rencontrés à l'extérieur, soit veulent venir investir ici, soit veulent rentrer définitivement, soit veulent venir avoir une autre part à l'extérieur. Alors la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut, quelles sont les stratégies à mettre en place pour faciliter l'investissement, l'intervention de la diaspora sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan intellectuel, sur le plan social et sur le plan des valeurs.
Et maintenant, nous savons, les chiffres parlent pour l'importance de la participation de la diaspora. On parle de près de 250 milliards qui sont parfois retournés, au moins que la diaspora envoie ici au pays. Même si parfois on dit non, logiquement, c'est juste pour entretenir les familles, les amis, ainsi de suite, mais c'est déjà quelque chose. Parce que, voilà, il y a toujours un gain. L'argent qui entre déjà, qui vient de l'extérieur, c'est toujours à quelque chose. Donc moi, je pense que le débat aujourd'hui serait sur le savoir comment est-ce qu'on va faire pour faciliter l'investissement de la diaspora au Cameroun. Comment est-ce qu'on va faire pour que la diaspora trouve nécessaire de revenir investir au Cameroun. Tout à l'heure, on a ouvert des débats, des sujets peut-être d'autres n'étaient pas à l'ordre du jour, sur la Constitution de 1996. Alors, on ne peut pas investir, un investisseur, lorsqu'il met de l'argent quelque part, il a besoin de savoir que son investissement est sécurisé. Son investissement est sécurisé et son investissement va lui apporter du retour. Aujourd'hui, on a besoin de cette diaspora qu'elle revienne. Moi, je parle le plus souvent de ce qu'on appelle le transfert de compétences. Et lorsqu'on est allé à l'extérieur, comme moi, je suis revenu, c'est pour rendre service à mon pays. Aujourd'hui, je suis fier du service que j'ai rends à mon pays. Aujourd'hui, j'ai des étudiants que je forme en doctorat, en master et dans plusieurs institutions au Cameroun. Moi, je suis tellement fier. Mais qu'est-ce que le Cameroun fait pour faciliter le retour de tout le monde? Qu'est-ce que le Cameroun fait pour faciliter la participation de tout le monde? Et je suivais un économiste l'autre jour qui disait la diaspora, aujourd'hui, elle est plus nantie financièrement, en fait, une bonne catégorie. Et qui ont des facilités, qui ont des moyens d'avoir de l'argent, et qui ont même des moyens de vendre l'image du Cameroun à l'extérieur. Alors bon, on a besoin de toutes les énergies, on a besoin de relancer l'économie du Cameroun, on a besoin de tout le monde. Ceci va aller peut-être sur un point qui me semble être le point central, l'industrialisation. Quand moi j'étais au Koumouende, on nous disait que pour qu'on développe un pays, il va falloir capitaliser sur l'industrialisation. Mais qu'est-ce que nous faisons afin que le bois qui sort de nos forêts ici soit géré, soit industrialisé, soit géré définitivement au Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait pour que nos sous-sols, avec tout ce qu'elles ont, que tout ce qui vient de notre sous-sol soit géré au Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait afin que l'électricité, afin que l'eau soit entretenue par les Camerounais et par les sociétés camerounaises? Voilà le rêve que moi j'ai. Le rêve que moi j'ai, c'est le rêve d'une diaspora qui reviendra avec une expertise, qui viendra compléter celle d'ici, mais qui viendra être en synergie avec l'expertise locale. Merci, professeur. Prosper Penda, nous parlons de cette diaspora. Nous voyons ailleurs, pour prendre simplement la zone ouest africaine, où nous avons la nette impression que là-bas, les gouvernements tendent de plus en plus la main à leur diaspora. Lorsque nous revenons au niveau du Cameroun, nous avons une impression inverse. Les décisions qui sont prises au pays, est-ce qu'on associe la diaspora, la vision du pays? Est-ce qu'on a souvent de temps en temps consulté ces Camerounais, la diaspora, pour qu'on sache ce qu'ils pensent ou ce qu'elles pensent? Est-ce qu'au Cameroun, à un moment donné, nous n'avons pas simplement mis un accent sur l'aspect politique et commencé à diaboliser la diaspora? Oui, on a beaucoup insisté sur la politisation de cette diaspora, ce qui a permis, ou alors ce qui a consolidé le schisme. Parce que lorsque nous parlons de la diaspora camerounaise à l'étranger, il faut distinguer bien qu'on en a deux. Lesquels? Deux groupes. Vous avez une diaspora acquise au pouvoir et une autre diaspora, il ne faut pas qu'on se le cache, avec l'évolution démocratique de notre pays, qui s'est mis volontairement ou involontairement, pour des raisons que je ne peux pas dévoiler, et si je ne dévoilerai pas parce que c'est costaud, mais pour des raisons essentiellement politiques, qui s'est mise un peu de côté. L'ordre gouvernant, qu'il soit majoritairement contesté ou minoritairement contesté, est l'ordre gouvernant. Et de ce point de vue, après les mouvements électoraux, a le devoir de tendre la main. Et je crois, je reviens toujours, moi je suis factuel, les orientations générales du président de la République qui sont contenues dans ces différentes adresses. Je n'ai pas l'impression que ceux qui sont chargés de les scruter, pour en tirer chacun ce qui le concerne, le travail qu'il doit en faire, pour que cela bénéficie à tout le monde, est véritablement fait. Quel est le discours de pacification qui est entretenu structurellement pour que nos diasporas font une? Nous avons des pays qui sont démocratiques,
qui sont divergents de point de vue politique, mais dont la diaspora se comporte comme un seul peuple. Vous avez le Sénégal, vous avez le Mali. Pourquoi est-ce que les fissures ou les jeux politiques peuvent arriver à ce niveau de fissuration de notre diaspora au point où elle gangrène l'apport attendu de la diaspora multiforme? Parce que le Cameroun, je peux le dire, est parmi les meilleurs pays gratifiés d'une diaspora qui, si elle sort du discours politique et ne regarde que le Cameroun, développe le pays en moins d'1 an ou de 2 ans. Nous avons une diaspora intelligente. Vous voulez donc exclure la politique de la diaspora? On ne l'exclut pas, mais on considère... Donc, la diaspora peut parler de tout sauf de la politique. Non, nous invitons la diaspora à connaître ou à admettre ou à intégrer que la politique est un jeu. Et que lorsque le moment de la politique est fini, ce qui va nous rester, c'est le Cameroun. C'est le pays qui va nous rester. Le professeur ne l'a pas dit, moi. Il est parti, il est revenu. Et il a la fierté de savoir que ce qu'il fait, il voit. On ne lui a pas coupé la tête, même s'il ne partage pas les opinions politiques du pouvoir en place. C'est ce type de mouvement que nous attendons. Et moi, je m'adresse à cette diaspora. Lorsque vous m'avez passé la thématique, j'ai interrogé 2 ou 3 petits amis ou frères qui y sont, qui m'ont dit qu'à la vérité, moi, je suggère au gouvernement, très humblement, bien sûr, de voir comment est-ce que le discours vers la diaspora devrait logiquement changer et que des actions offensives. C'est un champ, c'est un terreau fertile que les gouvernants aident le chef de l'État à reprendre en main la diaspora que nous ne devons pas laisser à ce moment précis de notre transition économique. Nous en avons absolument besoin et je les invite donc à laisser à terre leurs convictions et leurs divergences politiques pour ne regarder que désormais leur pays, le Cameroun. De toutes les façons, ils ne vont pas être enterrés là où ils sont. Leur pays, c'est le Cameroun. Merci. Duval Lebel et Balé, avez-vous l'impression, comme certains, que lorsque nous parlons de la gestion du pays et même de cette construction de la nation, nous excluons de manière très subtile ces Camerounais qui sont allés ailleurs? Écoutez, c'est pas le pays qui exclut les Camerounais qui sont allés ailleurs. Ils s'excluent d'eux-mêmes. Ah bon? Je vais vous prendre 2 exemples. Le premier exemple est à ma droite. Le professeur, il a dit il est parti. Tout à fait. Il pouvait rester. Il avait un objectif en partant. Son objectif était d'aller prendre et de revenir avec. Professeur, est-ce qu'on vous a fait appel pour revenir vous installer au pays? Est-ce qu'on vous a dit revenir absolument? Mais vous êtes parti avec un objectif. Je vais prendre, je reviens avec dans mon pays. Vous, voilà, vous êtes au Cameroun, vous êtes installé et vous êtes content et heureux d'apporter ce que vous êtes allé chercher ailleurs, de le mettre au service ou à la disposition de votre pays. Voilà un cas. Le deuxième cas que je vais vous prendre, c'est le cas d'un certain Thierry Niamen, que j'ai côtoyé dans les années 2000. Il était allé en Russie apprendre l'agro-industrie, et à l'agro-industrie, je crois comment on fabrique les machines pour transformer les aliments. Lorsqu'il a fini ses études, il est revenu. Il a commencé dans sa chambre. Il avait une vieille voiture, et dans cette vieille voiture, il a commencé à faire ce qu'on appelle la poudre d'arachide. J'étais parmi ses premiers vendeurs à l'avenue Kennedy. Il n'avait pas de bureau. On se retrouvait là, il sortait des sacs avec des poudres d'arachide en 250 grammes. Et on vendait à 250 francs. On avait 75 francs par sachet. Mais il sortait de la Russie avec ses connaissances. Mais il avait son objectif, il savait où il partait. Et il a commencé à vendre ses poudres d'arachide. Aujourd'hui, il est devenu un grand industriel dans l'agroalimentaire au Cameroun. Ça, c'est le deuxième exemple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire que, parfait ici, les États-Unis, l'Europe, la Chine, se sont développés de par leur diaspora. Parce que quand on parle même, n'est-ce pas, de la traite négrière, elle a été faite par qui? Par la diaspora américaine et européenne. C'est-à-dire qu'ils envoyaient et les prêtres et les négriers au même moment pour venir chercher pourquoi? Pour leur pays. Ils ont pris leur sous-sol, ils ont pris nous-mêmes. C'était leur mission pour leur pays. Et ils sont repartis avec nous, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je pense que notre diaspora a un problème. C'est qu'elle a l'impression que, étant là-bas, on a besoin de faire d'autres gymnastiques pour qu'ils reviennent. Or, quand vous partez pour aller chercher pour votre pays, il faut avoir des objectifs. Vous partez
sachant que nous revenons au pays. Et n'attendez pas qu'en revenant, n'attendez pas commencer seulement au haut niveau. Faites comme le professeur est en train de le faire. Demain, il sera certainement un grand cabinet, je ne sais pas quoi, un recteur, mais parce qu'il a pris la peine de revenir. Il a fait une grande progression. Voilà. Faites comme Thierry, qui a commencé, mais il savait ce qu'il voulait. Mais si nous sommes dans une diaspora, nous attendons arriver et quelqu'un nous donne des milliards pour créer de grosses sociétés, non. Venons avec le peu que nous avons, commençons et certainement nous allons évoluer. Par contre, je vais chuter peut-être par là. Oui. Il y a aujourd'hui, le nom du Cameroun est sorti sur la liste des pays qui sont interdits de visa aux États-Unis. Parfait, ici. J'étais sur une dernière émission avec vous. Je vous avais envoyé les photos d'un jeune Camerounais. Oui. Jusqu'aujourd'hui, quand cette liste est sortie, il m'a envoyé. Il m'a dit, je peux régler ce problème pour mon pays. Mais celui-là, il ne peut pas venir. Il va commencer par où? Il va voir qui? Et il m'a demandé de voir comment qui est-ce qu'il peut rencontrer ici pour qu'on trouve une solution. Lui, il est aux côtés de Donald Trump. Mais tu fais comment? Tel que j'ai fait avec vous, j'ai essayé de faire ça avec certaines personnalités que je connais, parce que je suis lettre morte. Mais le pays a un problème. Mais quelqu'un dit, je vais vous dire, M. Prosper, ce Camerounais prie pour le président Donald Trump. Il est son maître spirituel. Mais il vous dit, moi je peux enlever le Cameroun de oui, je peux voir avec, mais il faut quand même, il m'avait dit, il y a un soutien diplomatique, oui, c'est clair. Il y a une diplomatie sous cap qu'on peut faire. Mais pourquoi on ne le prend pas au sérieux? Il y a donc ce problème qui se trouve à l'intérieur, où les gens pensent que si on le fait venir, déjà les gens ont fait beaucoup d'émissions aux États-Unis, les gens disent qu'ils ont rencontré le président, alors qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Moi, depuis que je traite avec mon téléphone, j'ai beaucoup d'informations sur les gens qui parlent aux États-Unis. Non, je ne donne pas le nom. Je ne donne pas le nom. J'ai beaucoup d'informations. Donc, ils ont menti. Ils ne l'ont jamais rencontré. Il y a des valeurs comme ça. On a peur que s'il arrive ici, ils vont les écraser. Il va révéler certaines choses et les missions ne seront plus effectuées aux États-Unis et on a peur qu'ils prennent leur place. Voilà autant de choses qui peuvent faire qu'à un certain moment, on a des problèmes avec notre diaspora. C'est-à-dire que celle qui peut venir investir est là. Le blocage à l'intérieur. Le blocage parfois est donc à l'intérieur. Il ne faut pas le dire justement. Alain, on a la nette impression que le problème est au niveau des deux parties. Hein. Autant certains peuvent croire que le gouvernement n'associe pas la diaspora, entre guillemets, au niveau de la prise des décisions. Autant d'autres pensent également que cette même diaspora-là, elle-même, entre guillemets, n'est pas entreprenante. Parfait. Parfait résumé. Bon, je vais saluer quand même la façon caricaturale que certains ont de présenter les problèmes. Je pense que lorsqu'on parle d'un État, d'un gouvernement, on vous cède des prérogatives souveraines pour appliquer au travers d'une vision politique la volonté de tous. Et vous avez des moyens pour ça. Donc on ne va pas rentrer justifier quelques particularismes, des expériences personnelles, de quelques succès. On peut aussi citer immédiatement des expériences fâcheuses, des échecs, des gens qui viennent et sont porteurs de beaux projets, disent je ne vous demande rien, je n'attends rien de vous, permettez-moi simplement d'implémenter le projet en question et on met des verrous. Hein? On veut des rétrocommissions, on veut pour une descente sur le terrain que tu donnes d'abord, si tu donnes ça, toute la tracasserie administrative qu'on connaît, pourtant la plus-value du projet pour l'ensemble de la communauté nationale est évidente. Les cas sont légion. Quand on va mettre tout ça dans la balance, moi je vais accuser l'État, je vais accuser la gouvernance, parce que vous avez des moyens, des prérogatives qui vous ont été cédées pour mener à bien les affaires collectives. Alors moi, je ne vais pas m'appuyer sur des particularismes pour justifier la procrastination, la corruption, les velléités de ne pas faire avancer les choses. La diaspora parfaite. Théoriquement, on peut dire que tout pays, s'il prend sur lui de se développer endogènement, peut se développer sans sa diaspora. Mais on posera immédiatement la question de savoir si nous, quelques-uns de ces pays-là, de façon pragmatique, il n'y en a aucun.
Donc, ça veut dire que c'est un truisme de composer avec sa diaspora, et les plus grandes puissances, vous l'avez dit à suffire, nous démontrent qu'elles-mêmes composent avec leur diaspora pour être au top. Effectivement. La Chine, on vous dira jamais assez ce que la Chine, pour ce qu'elle est en train d'être, et je tiens à vous dire, pour des papiers que moi j'ai déjà lus depuis quelques années, c'est la première puissance économique depuis au moins 2015. Et elle doit sa suprématie économique actuelle à sa diaspora. Effectivement. Il y a tout un bénéfice qu'on tire de sa diaspora. C'est la représentation en réalité officieuse, au-delà de la représentation diplomatique du pays à l'extérieur. La diplomatie du soft power, redorer, vendre l'image du pays au niveau des différentes entités de ces pays-là, ou des représentations des organisations internationales. Alors, vous qui parlez de vendre l'image du pays au niveau des organisations internationales, au niveau des entités, est-ce qu'à ce niveau-là, notre diaspora n'a pas beaucoup de choses à se reprocher? On a la nette impression que notre diaspora, une bonne partie de cette diaspora, passe simplement le temps à ternir l'image du Cameroun à l'extérieur. J'en viens. Parce que si vous restez sur ce que fait cette diaspora qui a terni par des actes de brutalité et d'incivisme l'image du pays, sans évaluer, sans questionner la causalité, ça aussi c'est un problème. Ça veut dire que vous avez décidé de jouer le jeu de la superficialité. C'est-à-dire que comme ceux qui veulent... Vous voulez justifier leur comportement? Non, j'en viens. Pour dire que quoi? Comment ils en arrivent là? Vous allez regarder, quand vous êtes dans leur écosystème, ils regardent les réalités sociales, ils regardent le niveau culturel, les standards sociaux des pays d'accueil, pour ceux qui sont de la diaspora occidentale par exemple. Ils voient ce qu'ils pourraient apporter, ce qu'on ne permet pas d'apporter. Ils voient comment des gens viennent profiter de ces standards-là. Ils passent des 40 jours parfois, ils passent énormément de temps là-bas, ils profitent de la vie, de ce que le monde, ces pays-là ont à offrir. Mais ils n'arrivent pas à les implémenter, ce dont ils profitent chez eux. Alors, à un moment, les gens ont supporté, et ils ont eu marre de voir cet état de choses. Ils ont des gens là-bas qui sont totalement précarisés, et qui sont toujours en posture d'appel à l'aide. On crie vers eux, envoie-nous ci, envoie-nous ça. Mais au pays, qu'est-ce qui se passe? Ils questionnent et se rendent compte que ça ne bouge pas, les lignes ne bougent pas. À un moment, face à des situations de crise, nous allons avoir l'humilité de reconnaître que certains ont la maîtrise et il y a d'autres qui vont agir violemment. Donc, et on arrive à ces excès qu'on a observés et qui n'ont pas redoré l'image du pays, pendant que, par ailleurs, disons-le nous, il y a d'autres qui sont là, travaillent et pourraient davantage travailler pour que les portes des institutions, des pays influents, sauf à nous. Mais alors, parfait, et je sors par là. Ceux-là même aussi sont sur le regret, s'il faut s'en tenir aux dernières données des élections. Même ceux-là sont sur le regret. De dire que, mais si on va user de notre influence pour que le pays bénéficie de ci, de ça, par la suite, on se rend compte que les ressources qui pourront être mobilisées seront utilisées à d'autres fins, happées par des personnes englouties pour la jouissance de quelques particuliers au détriment du bien-être de tous. Ça aussi, ça les énerve. Ils ne vont peut-être pas réagir violemment comme ceux que nous fustigons en ce moment, mais ils vont se reclure dans une espèce de je veux juste le prendre. Voilà, je veux juste poser une question simple. Alain, tu veux certainement que la diaspora revienne investir au pays. Forcément. Le discours que tu tiens depuis que nous sommes ici. Oui. Quelqu'un est assis en France, en Suisse, aux États-Unis. Oui. Il t'entend parler du Cameroun. Oui. Toi qui es avec nous au pays, quel courage aura-t-il pour prendre quelques euros pour venir au Cameroun alors qu'il t'a entendu? Non, je te réponds. Non, je veux dire que nous aussi, qui sommes ici sur place, nous avons un problème avec l'image que nous présentons de notre pays. Non, permets que je te réponde. Voilà. Est-ce que, ici, là, ce que je fais magistériellement auprès de Parfait,
c'est la seule source qui permet de se donner une représentation de comment le pays va ou comment il va. Je vais vous dire. Je suis passé ici. Tu m'as posé une question, tu peux permettre que je réponde. Une fois, je suis passé ici. J'ai eu des gens qui m'ont appelé de la Suisse et de partout par rapport aux jeunes Camerounais qui vivent aux États dont j'ai parlé. C'est dire que quand nous venons ici, on s'écoute, les gens stoppent l'activité. Vous m'éprouvez ce que vous dites ici? Attends. Vous savez combien de personnes à diaspora vous regardent et qui il y a un problème. Voilà comment on veut de l'information sur ce plateau. Vous venez pour faire la propagande, certainement. Non, je ne fais pas de tout va bien. Non, moi je ne veux pas que je dis que non. Non. Parce que quoi? Parce que ici, il y a des représentations diplomatiques avec leur service de babouserie qui font des notes aux différents pays en question. Il y a les médias. Lorsque nous prenons en compte une mauvaise image, nous les faisons ensuite venir dire que son agent va venir alors qu'il t'a suivi parler du Cameroun. Je vais donner des fausses informations si je donne des informations qui sont totalement. Est-ce que ces informations que vous donnez ici sont il faut que tu écoutes ce que je vais dire. Ce que je veux dire, c'est que nos gens de l'autre côté sont disposés à revenir. Maintenant, levons les deux roues. Qu'est-ce qui fait problème jusqu'ici pour qu'ils ne s'investissent pas pleinement? Chacun doit se questionner. Si je vois que tout va bien dans le meilleur du monde, ceux qui font les leçons, ils ne vont pas juger quelqu'un qui s'auto-censure. C'est ça le problème. Quand quelqu'un fait mal et tu ne fais que lui dire que non, il n'y a pas de problème. Non, quand tu ne vas parler, on dit que le Cameroun c'est la corruption, c'est cela, rien ne marche. Qui aura le courage de venir investir? Il y a les alliances de notation sur le sujet. Tout le monde qui prend le pot au sujet de la corruption. Ce n'est pas moi, c'est pas Alain Douk. Faut qu'on soit sérieux. Merci. Nous allons lire les messages. Nous nous calmons d'abord. Merci. Alors, bonjour à vous, le meilleur modérateur du Cameroun, et à tout votre formidable panel. Je voudrais ajouter aux multiples interventions concernant la thématique du jour, le fait que la diaspora aura toujours une influence directe ou indirecte sur le niveau de croissance, tant bien qu'économique que politique. Des transferts de fonds financiers transitent de jour en jour entre l'Occident et le Cameroun, permettant à de multiples familles de se lancer dans l'entrepreneuriat et contribuer à l'accroissement du PNB, le produit national brut, sans compter le fait qu'ils font partie de l'électorat camerounais au même titre que des résidents nationaux. Je vous remercie. Un autre message ce matin. Bonjour à tous sur le panel. Monsieur Alain Douk est un fin penseur et me donne le sourire à chacune de ses prises de parole. Je ne peux que vous dire merci infiniment. C'est me voir depuis Yassa, du côté de Douala. Une autre contribution ce matin. Monsieur Parfait a ici, la diaspora camerounaise est très puissante et très organisée. Je suis outré d'entendre l'exposé de monsieur Ebalé. Déjà, sa taxonomie de la diaspora est fausse à la base, parce qu'on n'est pas tous arrivés de la même manière. Et il y en a qui sont des boursiers, et des réfugiés politiques, des exilés économiques, et qui sont arrivés à la nage pour fuir la violence et le chômage ambiant. Et il y a des expertises, mais les opportunités sont réservées à des copains et des coquins. Parfait, j'ai proposé un projet de coopération de bourses académiques il y a 2 ans, qui est resté lettre morte jusqu'aujourd'hui. J'ai proposé des séminaires dans certaines universités du pays avec des formations innovantes. Jusqu'ici, rien. Comme moi, dans nos cercles de réflexion pour le Cameroun, plusieurs projets sont mis de côté et parfois on vous demande encore de l'argent pour les mettre en œuvre. Donc, que certains restent humbles sur votre plateau. C'est Dr Fabio Tama qui nous envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Bonjour Perfecto, je voulais juste encourager le travail que vous abattez. Je suis passé à l'ancienne gare routière de Mokolo. Les travaux ont repris après votre indignation. Un seul mot. Ayo Café de Minkwameyos. Merci beaucoup. Nous disons merci tout humblement. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes puissants, mais si notre modeste voix peut porter pour le bien de tout un chacun, tant mieux. Un autre message
ce jour. Que disent ces téléspectateurs? Nous allons en plus de 125 ans. C'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Salut perfecto. Dites au monsieur de votre gauche que la politique en Afrique n'est pas un jeu. Autrement, pourquoi Anissé a été privé de... Non, vraiment, ne m'amenez pas de ce côté-là. Nous sommes sur un plateau sérieux. Vous n'allez pas m'emballer, je suis désolé. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, le rôle de la diaspora est d'être un moteur de développement économique, transfert financier, investissement, création d'entreprises, un pont culturel et politique, promotion de la paix, médiation, une source de transfert de compétences et de savoir-faire, et un acteur de préservation et de diffusion de la culture d'origine, contribuant à l'innovation et au maintien des liens sociaux et culturels entre pays d'accueil et d'origine. Pour notre diaspora camerounaise, quand elles reviennent dans notre pays, elles veulent imposer leur choix sans rien proposer de bon. Ils font la promotion de l'insurrection et de la révolte, ce qui nous laisse croire qu'ils jouent en faveur du colon. C'est Ibrahim qui envoie ce message. C'est à mourir de rire. C'est pas très juste. Alors, cette affaire, le professeur Noubissi, on veut également identifier toute la diaspora sous le prisme politique, parce que quelqu'un a, je sais pas, manifesté bruyamment et par moments brutalement du côté de la France, des États-Unis ou de la Suisse. On prend toute la diaspora, on la catégorise ainsi. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas aussi de l'extrémisme? Disons que ce n'est pas une bonne image, une belle analyse, parce que moi qui ai la chance de rencontrer beaucoup de personnes là-bas, on a une très bonne diaspora, déjà à tous les niveaux. C'est vrai qu'il y en a qui font dans d'autres activités qui ne valorisent pas, mais celles que je rencontre au quotidien, c'est celles-là qui se donnent à fond. Et il y a des images, si on vous raconte certaines choses que nous rencontrons à partir de l'extérieur quand nous étions là-bas, ce que le téléspectateur a dit, c'est vrai. Moi, je me rappelle, il y avait une bourse à Lyon, et chaque fois on envoyait les dossiers ici, on disait qu'il n'y avait aucun Camerounais qui remplissait le profil. Alors que vous envoyez le dossier? Les gens renvoient les dossiers ici. Les gens disaient, pour ça, vous êtes sérieux? Je vous assure, quand on fait dossier, c'est pour être sérieux. Non, que, ça fait dire la vérité. Il faut dire la vérité, c'est ça. Ça fait ton plateau est très sérieux. Il faut le dire. Demain, ça va se retourner contre nous. Moi, je crois au karma. Moi, sur quoi je viens chaque fois, c'est là me délivrer. Il faut dire les choses telles que ça. On a un problème de mentalité. À l'intérieur. On a un problème de mentalité sérieux dans ce pays. Comme une problème. C'est ça le problème. Je vous dis que on dit voici les bourses. On voit les Camerounais pour être formés. Les gens qui prennent ça, ils regardent dans leur environnement immédiat. S'il n'y a pas quelqu'un, ils vous disent aucun Camerounais ne remplit le profil. Et on rate les profils. Je vous assure. Et il y a eu un Camerounais. Ça, c'est la méchanceté. Il faut changer complètement le logiciel. Après avoir fait le constat, a dû appeler les membres de sa famille et qui ont vu des gens qui avaient le profil. Dans cette école-là, les Camerounais étaient toujours les meilleurs. On vous donne jusqu'aujourd'hui, on leur donnait 2000, je ne dois pas citer l'école, 2000 euros de bourse par mois, et 15 ans en congé, on leur donnait 20 000 euros. Bon, pour dire en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut taper du poing sur la table. Vous vivez ça à l'extérieur, vous ne pouvez pas penser. Ça révolte. Ça vous révolte. C'est révoltant. Quand vous voyez les gens qui cassent, je ne suis pas pour les casses, mais si les gens vous disent. C'est un extrémisme mental. Que si tu prends l'avion, tu quittes le Cameroun, tu pars à Paris, tu arrives à l'aéroport Charles de Gaulle. Et si tu arrives au Cameroun, tu auras besoin de rentrer en France. Parce qu'il y a un problème que nous devons gérer. Le problème, c'est d'abord celui de la mentalité. Qu'on comprenne que le développement du pays, du Cameroun, demande à composer avec tout le monde. Ce n'est pas parce que ton frère et ta soeur ne remplissent pas des conditions. Qu'un autre frère de toi ne doit pas le faire. Quelle est l'image que nous vendons du Cameroun à l'extérieur? C'est de cette image-là que nous devons parler. Et c'est ça qui révolte. C'est ça qui crée des tensions au niveau des gens qui sont à l'extérieur. Si on prend le cas de la santé, si on prend le cas, en fait, franchement, c'est très compliqué, mais disons tout simplement que actuellement, ceux qui nous gouvernent ont un travail sérieux à faire. Il faut revoir les mentalités. Il faut rendre vivables et vivants tous les Camerounais à tous les niveaux et à toutes les couches sociales auxquelles tu as mis le doigt dans une thématique. Prosper Openda, est-ce que l'ordre gouvernant est conscient de ce que ces Camerounais de la diaspora doivent revenir au pays et que ces Camerounais de la diaspora sont d'ailleurs les premiers ambassadeurs de notre pays justement à l'extérieur? Est-ce que l'ordre gouvernant, il n'est pas temps que cet ordre-là soit un peu plus conscient? Si je dis qu'ils ne sont pas conscients, je mens à moi-même.
Je crois qu'il y a, il y a manifestement à l'intérieur. C'est donc quoi la méchanceté? Une bonne dose. Non, la méchanceté ne traduit pas suffisamment. La cruauté. C'est un peu de la. Non, c'est du cynisme. Le vampirisme. Le vampirisme, même à la limite. Parce que ça sort de l'entendement. On ne peut pas comprendre que nous en soyons arrivés là. Il a bien décrit. Le professeur. D'expérience. Je suis un commis de l'État jusqu'à un certain niveau de sanction des dossiers administratifs. J'y ai passé 17 ans. Mais c'est révoltant. C'est l'apanage de certains. Si vous ne marchez pas comme ils veulent, vous êtes détruit immédiatement. Parce que vous avez pensé que ce que vous proposez concerne la commune. Et lorsque vous le dites comme ça, est-ce qu'on ne peut pas supposer que vous êtes en train de ternir l'image? Je ne ternis pas l'image, je suis républicain, à la différence peut-être du Val, qui a un devoir de réserve. Je suis un plus. Du Val n'est pas républicain. Je n'ai pas le devoir de réserve. Non, je n'ai pas le devoir de réserve. Voilà, je suis républicain. Je n'ai pas le devoir de réserve. Insiste sur l'image du pays. Nous, pas moins. Moi, je dis ici qu'il y avait une division au niveau de la diaspora et une division interne ici. Mais en même temps, il faut rester lucide. Très lucide. Je suis émérite. Ma carrière est derrière moi. Et à un certain niveau, comme je l'ai dit. Voilà pourquoi peut-être vous parlez. Tant au plan administratif qu'au plan social. À la vérité, nous avons intérêt, parce que c'est notre pays à nous tous, à changer globalement de logiciel. Et là, je m'adresse directement à celui à qui le peuple vient de renouveler le chef de l'État. Je parle français. À qui le peuple vient de renouveler très difficultueusement son pouvoir, de lui reconfier le pouvoir. Si on n'admet pas que depuis 2011, le niveau d'affection que le peuple camerounais a pour le chef de l'État est allé décrescendo. Et on sait pour quelle raison je dis 2011. Cela s'est exprimé en 2018 à Caracolé. C'est la première fois où le résultat du chef de l'État frôlait les 70% depuis tout son magistère. Cela n'a pas cessé de dégringoler. En 2025, on a tous vu ce qui se passe. Heureusement, la République a prévalu, elle prévaut, mais nous devons penser que on doit tirer les leçons. Le chef de l'État, dans son intérêt principal et de ce qu'il va rester à la postérité, doit impérativement changer l'équipe. Est-ce que le chef de l'État peut encore? Je pense qu'il a l'homme que j'ai vu. On peut avoir la volonté, mais je peux avancer. Ce n'est pas la force physique. Il a la volonté intellectuelle et l'homme que j'ai vu n'est pas encore au seuil maximal de sa capacitation. L'homme que j'ai vu au palais de l'unité, je ne donne dans on le dit depuis 2018. L'homme que j'ai vu au palais de l'unité, ce n'est pas une image, ce n'est pas une loque humaine. C'est un monsieur qui identifie les gens, qui les connaît. Je vais vous révéler une anecdote on en est là. D'une personne qui n'est pas moins douce, qui n'est pas très douce vis-à-vis de ce pouvoir. C'est un très grand cadre de la justice camerounaise, mais libéral. Je ne veux pas le citer. Il était ancien ministre. Il n'est pas ministre, il est membre. Il était ministre. Est-ce qu'il a été ministre? Bon, il était ministre. Il n'a pas encore été ministre. Il n'a pas encore été. Il milite activement d'ailleurs contre le pouvoir, mais de manière très fine. Ce serait un certain Claude, pour ne pas le nommer. Mais qui vous a dit que sa satisfaction lorsqu'il est arrivé au palais de l'unité a été... Parce qu'il avait un doute, le même doute que moi j'avais aussi. D'avoir l'impression que sur le plan physique d'abord, la main de ce monsieur dégage une vitalité. Voici ça ne doit pas l'énerver, il n'est pas là. Mais c'est un détail. Lorsque physiquement vous n'êtes pas capable, intellectuellement vous prenez un coup. Et si la santé physique du chef de l'État lui permet d'avoir cette vitalité intellectuelle telle qu'on me le confirme, ceux qui tournent autour de lui, j'ai le sentiment que c'est à lui que je m'adresse, il doit changer. Est-ce que nous ne devons pas le ressentir au niveau des actes que d'aller le ressentir au niveau de la forme? Non, vous m'avez posé une question. Et moi, je vais arriver à votre réponse. J'ai l'assurance aujourd'hui que l'équipe qui va le mettre en place, il va mettre cette équipe quand? Dans son échéancier, il va mettre une équipe en place. Il vous l'a dit. Je ne pense pas que c'est un homme qui dit et qui se dédie. Ça, au moins, c'est une constante, même si le moment de sa réaction n'est pas le vôtre. Vous vous rappelez du jour dit? Même si son moment n'est pas le vôtre, retenez-le bien. Vous vous rappelez du le timing du chef de l'État n'est pas le vôtre. Ce que je sais, c'est que pour la première fois... Vous avez fait une thèse, hein, pour la première fois, il a dit que je vais mettre un gouvernement en place. Maintenant, le timing, ça lui revient. Il y a d'autres enjeux qui peuvent faire en sorte que ça traîne. Il y a d'autres enjeux qui peuvent justifier plus importants et immédiats.
Mais je sais qu'il a intégré toutes les récriminations du peuple qui lui sont exprimées depuis 2011. Merci. Allons rapidement au niveau de la messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour Perfecto. Respect à tous les panélistes. La diaspora est constituée du bon grain et des livraires. Le bon grain investit au pays, crée de l'emploi et contribue significativement à la création de la richesse et au développement. Et à livraire constitué des arnaqueurs. C'est malheureusement la majorité. Ils gagnent des marchés au pays et margent dans le budget de l'État et nous narguent avec l'euro de nos impôts. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur? Alors, le téléspectateur me dit qu'il est toujours scotché. Il dit bonjour grand frère et il filme mon image à la télé, il m'envoie. Vous voyez, donc on a toutes sortes de téléspectateurs. Alors, nous prenons ce dernier message et qui nous vient du plus 49 et c'est un message de l'Allemagne. Bonjour à tous sur le plateau, monsieur Parfait Haïssi. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Si c'est ce que tu appelles bref, je vois que c'est long. Je vais donc essayer d'être le plus bref possible en me focalisant uniquement sur le Cameroun. Oui, le Cameroun peut se développer sans l'apport de la diaspora, mais ce serait beaucoup plus lent, plus coûteux et moins efficace. Le Cameroun peut se développer uniquement avec 1. Ses ressources naturelles, agriculture, mines, énergie. 2. Son capital humain local. 3. Une bonne gouvernance. 4. Des politiques économiques cohérentes. Plusieurs pays se sont développés surtout grâce à leurs forces internes. Exemple, certains pays asiatiques. Dans la diaspora, dont la diaspora n'est pas une condition absolue, mais un accélérateur clé. Merci d'avoir lu tout le message. C'est Kenzo de Brême. Monsieur Parfait, ici, quand je t'envoie ma contribution, je remets seulement entre les mains de Dieu afin que tu puisses lire. Tu vois donc que j'ai lu. C'est notre ami l'Allemagne. Il a envoyé le message, il était 11h23. Et il renvoie le deuxième message, c'est de pitié, à 11h43. Non, vous avez été lu. Merci au professeur Claude Noubissier, merci à Duval Lebel et Balé, merci à Alain Doug, merci à Prosper Penda. Nous avons la ferme conviction que qu'on le veuille ou pas, on construira ce Cameroun avec les Camerounais de la diaspora. Ne ratez surtout pas la rediffusion de votre programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.